Coucou les petits potes, aujourd'hui on est avec Marie. Salut, bonjour tout le monde. Marie, est-ce que tu veux te présenter? Tu nous dis ce que tu veux qu'on sache de toi. Du coup, moi c'est Marie, j'ai 33 ans et j'ai deux métiers dans la vie en fait. J'ai un métier classique et à côté je suis comédienne en tête d'improvisation. Et voilà, et j'aime bien rigoler. Et t'aimes bien rigoler? Bon, Ouais. écoute, on va essayer de rigoler un peu là. Cool. Alors du coup, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de ma passion pour le théâtre d'improvisation, qui est une passion qui prend beaucoup de place, autant dans mon agenda que dans mon cœur et dans ma tête aussi, parce que ça prend beaucoup d'énergie et ouais, ça prend beaucoup de place. Et du coup, est-ce que justement tu sais d'où vient cette passion? Ça vient de très loin, je crois, en fait. C'est une passion qui vient déjà de ma passion de la scène, tout simplement, puisque ça, j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et le jour où j'ai mis les pieds sur scène, j'ai compris que ça allait prendre de la place, quoi. Et l'impro, c'est venu un peu par hasard il y a 10 ans. Euh, J'avais un pote qui avait créé une asso d'impro et il savait que ça me disait bien. On animait des colos ensemble et puis il voyait que j'avais un peu ça, quoi. Et il m'a dit, bah, si tu veux, on ouvre un cours à Lille, il reste une place, elle est pour toi. Et donc ça a commencé là, je suis tombée dans la marmite, très vite. De ça. En tout cas, dans ce truc de vouloir raconter des histoires et pouvoir un peu laisser mon cerveau en roue libre pour créer, juste sur l'instant. Et du coup, tu y investis combien de temps? Parce que tu dis que ça prend beaucoup de place dans ton agenda. Est-ce que tu sais dire aujourd'hui combien de temps à peu près tu y consacres? Par semaine Ouais, par semaine, ouais, mais allez, admettons. Bah, tu vois, par exemple, en 2022, j'ai fait 42 spectacles. 42 spectacles, donc ça fait bon, un petit peu moins d'un par semaine, ce qui est déjà Mais énorme. ça, c'est que les spectacles. Ouais. Mais à côté, là, chaque semaine, bah, je donne 3 heures de cours, d'atelier. Plus parfois, j'anime des stages ou des masterclass en plus. Là, par exemple, demain, j'interviens à Moucron sur 3 ateliers que je donne comme ça, sur 3 thématiques. Et en plus de ça, moi, j'ai mes entraînements où je m'entraîne, moi, 2 heures par semaine, donc le mercredi soir. Et après, il y a les spectacles. Donc, en ce moment, c'est un par semaine. Donc là, le week-end dernier, j'ai fait 2 spectacles et un stage de 6 heures que j'ai animé à Valenciennes. Quand même. Donc en fait, ton métier, c'est ton hobby. C'est ton pour ça que je hobby, dis qu'en c'est fait, ton plein temps. j'ai deux métiers, Ok. vraiment. Pour moi, et ça, c'est assez récent, en fait. Avant, pour moi, c'était un hobby, voilà, qui prenait de la place. Mais depuis là, 2 ans, c'est vraiment devenu quelque chose que j'accepte enfin de définir comme un second métier. Avant, je crois que je me sentais pas légitime pour dire que j'étais comédienne d'improvisation, à côté de mon vrai travail, on va dire. Et là, ça fait maintenant un an ou deux que, enfin, je l'assume de dire, bah, en fait, j'ai deux métiers. Bah là, ouais, à ce niveau-là, ouais. Ça fait pas mal de temps quand même consacré, ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, ton entourage, il en pense quoi de tout ça? Mon entourage trouve ça très cool. Après, il n'y a pas un... Comment dire, ils m'encouragent, ils savent que c'est très important pour moi, ils viennent me voir jouer de temps en temps, mais il n'y a pas un intérêt hyper poussé pour le sujet. Ils me posent pas trop de questions là-dessus. Par contre, s'ils viennent voir un spectacle qu'ils ont vraiment aimé, on va être capable d'en débriefer ensemble. Mais de manière générale, ils savent juste que moi, ça me procure beaucoup de bonheur, que c'est très important, que ça me prend du temps et que donc potentiellement, je vais pas être très dispo les week-ends et tout. Mais il y a pas un... Je vais pas dire que j'ai du coaching de la part de ma famille, typiquement. Mes amis, en fait, ça dépend. Il y a mes amis de toujours. Bah, eux, c'est pareil, en fait, ils suivent ça de loin. De temps en temps, ils viennent me voir jouer, mais c'est quand même pas hyper fréquent. Et après, j'ai des amis qui font partie de ma famille de l'impro, on va dire. Et là, c'est autre chose, puisque eux aussi sont des mordus, donc forcément, eux sont à fond et on en parle beaucoup et ça occupe beaucoup de place dans les conversations aussi. Ouais, j'imagine. Vous parlez le même langage en tout cas. Complètement. Et des fois, quand on fait des soirées où il y a les conjoints ou quoi, je les plains, en fait. Parce que je me dis, les pauvres, franchement, on parle que de ça. Parce que c'est si inaccessible que ça. En vrai, Non, les gens peuvent comprendre quand même ce que vous dites. Ah, complètement. C'est juste que en fait, c'est un univers à part. Au-delà de la pratique, c'est que c'est un milieu avec des gens. Avec forcément comme dans tous les milieux, que ce soit associatif ou artistique, avec des potins, des choses qui se disent sur des spectacles de l'orga et tout. Donc parfois je me dis en fait je plains un peu les conjoints et des fois je me dis faut qu'on change de sujet en fait. Après c'est comme ça, c'est quand on est drivé par la passion. On peut Ouais, rien faire. complètement. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup toi au quotidien? Pour moi c'est vraiment un moyen de canaliser mon énergie.
En fait, l'impro, c'est chaque personne qui fait de l'impro le fait pour une raison vraiment différente. Il y en a, quand on commence une année, une saison, on se pose un peu cette question, pourquoi tu fais de l'impro? Et il y en a qui vont me dire, bah, je viens vaincre ma timidité, d'autres, j'ai envie d'être plus à l'aise en public, d'autres qui disent, bah, en fait, je me fais chier au boulot toute la journée, j'ai besoin de m'éclater. T'en as qui vont même te dire, je viens soigner ma dépression en faisant de l'impro. Et moi, quand j'ai commencé, ça a été plutôt, bah, en fait, je viens canaliser ce trop d'énergie que j'ai depuis toujours. Et je viens apprendre à écouter et à poser les choses. Et en fait, moi, ça m'apaise. Ça m'apaise parce que c'est toute cette énergie qui est mise au service de quelque chose qui construit, qui est dans le partage, dans l'écoute. Et donc moi, c'est ça, en fait, vraiment, à la base, c'était ça mon moteur, c'était pouvoir explorer ma créativité dans un cadre où mes émotions sont complètement OK. Enfin, c'est-à-dire que elles sont placées au bon endroit, avec le bon curseur, et elles peuvent s'exprimer librement. C'était vraiment ça, dans un cadre, en fait. Parce que du coup, si on peut... Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai pas pensé à te demander au début, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le principe du théâtre d'improvisation? Parce que tu vois, tu dis de savoir écouter les autres, etc. Du coup, pour remettre dans le contexte de la pratique. Le théâtre d'impro, c'est un sport. Voilà, c'est un sport d'équipe. Donc c'est que du collectif. Et comme dans tous les sports, donc comme tous les sports d'équipe, ça se joue à plusieurs. Et donc il y a une vraie notion de construire ensemble une histoire. En fait, l'impro, c'est ça, c'est ensemble raconter des histoires. Après, il peut y avoir des formats où on est en solo, où parfois on est à 2, parfois on est à 8. Mais en tout cas, c'est comment collectivement on va raconter une histoire au public. Et donc c'est un sport comme dans tous les sports où il faut travailler la technique. Alors bien sûr, comme au tennis, il y en a qui ont des prédispositions, et donc ça va aller plus vite. Et plus vite, ils vont faire des interclubs, des tournois, etc. Et c'est pareil en impro. Mais malgré tout, s'il n'y a pas le travail, la technique de je travaille mon coup droit, je travaille mon revers, tout ça, eh ben on ne peut pas progresser. Et donc voilà, pour moi, le théâtre d'impro, c'est ça, c'est raconter de belles histoires, qui soient construites dans l'émotion, avec des belles images, collectivement, ensemble. Et du coup, d'ailleurs, c'est important, tu as dit dans l'émotion, parce que c'est pas forcément que du rire. Non, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec la pratique, avec le temps, avec aussi beaucoup d'introspection. C'est que l'impro, en fait, quand le public vient en général, il s'attend à rire, parce que c'est un peu un accord tacite qu'on a avec le public. Vous allez bien vous marrer. Et en vrai, oui, c'est souvent le cas, de manière générale. Sauf que pour moi, c'est pas mon but premier. Mon but, c'est pas de faire rire les gens, c'est de leur provoquer des émotions. Et le rire en fait partie, et il occupe une place très importante dans ce qu'on fait. Mais si à un moment, je peux provoquer d'autres émotions, bah pour moi, c'est gagné en fait. Si je peux provoquer un peu de mélancolie, toucher les gens. Et je trouve que sur un spectacle, on a une impro qui est premier degré, qui est dramatique, et qui va toucher une autre corde, bah c'est tout aussi chouette. Et quand ça arrive, je peux te dire que souvent, c'est l'impro que les gens retiennent. Et c'est celle qui impressionne, parce que ça surprend. Ouais, ça surprend. Et j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, une catégorie littéraire, Boris Vian. Et on est parti à 2 avec un partenaire de jeu avec qui je joue depuis 10 ans. Donc forcément, il y a une complicité très forte. Et on a fait une impro vraiment premier degré, très dramatique. On n'a pas lâché. Et les gens ont été... on a eu une standing ovation, quoi. J'ai jamais eu des applaudissements pareils à la fin d'une impro. Parce qu'on était allé chercher autre chose. Et on a montré aussi la technicité qu'il y avait derrière, le travail de verbe, de cohérence par rapport à un style littéraire, enfin de la recherche qu'il y a aussi pour enrichir ton jeu. Au plus tu as des références, au plus tu peux enrichir ton jeu, quoi. Ouais, donc du coup, ouais, tu dois vraiment te renseigner sur plein de sujets divers. T'es pas obligé, parce que ta créativité peut suffire à raconter des histoires. Mais c'est vrai que donc ça, c'est dans le monde de l'impro, il y a ce qu'on appelle des catégories, des genres. Et clairement, quand on te donne une Molière, une catégorie Molière à jouer, ou une Shakespeare, ou une Tarantino, ou une Audiard, eh ben il faut avoir la ref. Il faut être capable d'aller puiser dans ce que tu as vu comme film, dans ce que tu as lu comme livre, pour être fidèle à la contrainte et aller dans la technicité. Et donc oui, c'est un avantage de connaître tout ça. Ouais, parce que du coup, donc, pareil, ça, c'est vous choisissez pas ce qui va arriver. On choisit jamais ce qui va se passer. Si vous faites un catch, un match, je sais pas. Bah en fait, il y a plein de formats d'impro, hein, mais les plus célèbres, c'est on va dire c'est le match, le catch et le cabaret. C'est les 3 formats les plus connus. Sauf que en fait, l'impro vit une totale révolution depuis quelques années, et on a plein d'autres formats qui émergent et qui
qui sont très différents. Mais oui, en gros, sur la base du match, donc qui est un format qui vient du Québec, qui se joue dans une patinoire. En fait, ça a été créé au Québec parce que les gens n'allaient pas au théâtre. Donc, on a ramené le théâtre parce qu'ils allaient voir du hockey sur glace. Donc, on a ramené le théâtre dans une patinoire avec les codes du hockey sur glace, donc avec des maillots. C'est pour ça que nos maillots de match sont des maillots de hockey, en fait. Avec un palais pour donner l'équipe qui va jouer quand c'est une comparée, enfin bref. Et donc, en match, on ne sait absolument pas ce qu'on va nous demander. Les thèmes sont définis par l'arbitre, les catégories sont aussi définies par l'arbitre, et tout ça, nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quand même ce qu'on appelle un brief avant un match pour être sûr qu'on connaît et qu'on maîtrise les catégories, pour pas qu'on se retrouve à pas savoir de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire, parce que au-delà des genres, comme je disais, Shakespeare, Molière et tout, il y a aussi des catégories qui sont des mises en scène, on va dire, et il faut avoir les codes. Mais tout est improvisé. Souvent, le public nous dit non, mais vous avez des trucs, vous avez des petits tips, vous bossez des choses, vous avez des routines. Ben, en fait, non, pas du tout. Ce qu'on a, par contre, c'est de la technicité qui nous permet d'adresser les thèmes et les catégories. C'est pas juste comme ça, quoi. Il y a du boulot. En fait, ouais, il y a beaucoup de travail. Et ça, j'ai vraiment envie que les gens le comprennent. Souvent, mais moi-même, quand j'ai commencé, pour moi, l'impro, c'était un peu de bagou, de la tchatch et des blagues. Voilà. Et après, j'ai fait ah bah non, en fait, pas du tout. Il y a vraiment du taf, quoi, derrière. Eh ben, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui ou des gens qui freinent ta passion? Je pense que mon propre frein, c'est moi-même, parfois. Parce que je me remets tout le temps en question. Je suis toujours à me dire, il faut faire mieux, il faut aller plus loin, il faut faire plutôt comme ça. Mais qui freine ma passion, non. Après, si, le temps, de pouvoir en faire plus, tout ça. Mais sinon, je pense qu'autour de moi, j'ai que des supporters, on va dire, ou des gens qui trouvent ça super et qui m'encouragent. Le théâtre d'impro, c'est un truc qui intrigue et qui suscite, je vais pas dire de l'admiration, mais en tout cas, la plupart des gens, quand on leur dit que fait du théâtre d'impro, ils sont là, oh, ouah, moi je pourrais jamais, c'est trop dur, moi je suis stressée pour vous. Enfin, il y a vraiment ça, alors que pas du tout. Moi, premier degré, c'est ce que je t'aurais dit aussi. Je t'aurais sorti la même phrase bateau, mais pour moi, c'est un truc de ouf de me dire, ça y est, tu te lances, t'es devant des gens, on te donne un thème et tout, et là tu dois écrire une histoire. Mais alors, c'est là où je donne la petite clé du succès, peut-être, pour nos auditeurs. Et en fait, c'est drôle parce que samedi soir, j'ai joué dans un nouveau lieu aux Enfants Terribles. Et il y avait une nana que je connaissais vite fait et elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais j'ai été stressée pour vous pendant tout le spectacle. Elle me dit, et toi, t'es pas stressée? Je dis, en fait, pas du tout. Moi, parce que pour pouvoir jouer, il faut être dans la détente. C'est-à-dire que oui, il faut de l'énergie, mais il faut avant tout, corporellement, faut être détendu. Parce que sinon, ça circule pas, en fait. Ouais. Les idées, elles peuvent pas circuler si t'es contracté, si t'es stressé et tout. Donc, pour moi, la première clé du succès en impro, c'est la détente. Et le jour où j'ai trouvé ce truc, ce petit levier, là, corporellement, ça a tout changé. Vraiment. Et t'as un petit tips d'avant-scène pour te vider la tête? Faut s'échauffer de toute façon, comme pour tous les sports, faut s'échauffer. La voix, le corps et l'agilité aussi du cerveau, on va dire. Donc, par exemple, on travaille beaucoup les associations d'idées. Comme ça, en fait, ça met juste ton cerveau dans une démarche de rebond, tu vois. Après, faut s'échauffer, oui, la voix, le rythme et corporellement. Faut être bien physiquement, faut s'étirer, faut s'échauffer. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a des écoles un peu, c'est-à-dire que l'école Lecoq, par exemple, à Paris, qui a été créée par un prof de PS, c'est un peu... la plupart des grands improvisateurs viennent de là, et c'est une école qui se base sur le corps uniquement. Et avant de jouer, ils font 1h30 à 2h d'échauffement corporel pour être dans ce qu'ils appellent l'état de jeu. Et l'état de jeu, c'est un peu une sorte d'état d'épuisement où t'es tellement dans ton corps que du coup, ton cerveau est en roue libre. Ouais. Et ça vient tout seul. Et moi, je l'ai expérimenté en formation, ça, où tous les matins, on faisait 1h30 d'échauffement physique avec du gainage, des burpees, on courait, on sautait, on faisait vraiment énorme échauffement. Ah ouais. Et j'ai compris ce que c'était cet état de jeu, tu vois, d'être vraiment dans ton corps, quoi. Du coup, c'est limite un peu comme si soit t'es bourré ou t'es, je sais pas, fatigué ou il y a un peu de... T'es dans cet état qui fait que tu te mets plus trop de fils, plus trop de barrières et les idées, elles circulent bien et puis t'es dans un état aussi d'avoir envie, tu vois, une sorte d'énergie qui fait que t'as envie et t'as envie d'élever le niveau, t'as envie d'élever le jeu.
Parce que, en fait, la scène... après, je vais peut-être plus loin par rapport à tes questions. Hein, t'inquiète. La scène, monter sur scène, c'est un privilège. Tu vois, la scène, c'est une tribune. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir monter sur scène pour dire des choses aux gens. Et donc, pour moi, c'est un privilège de monter sur scène. Et ça se mérite. Et donc, quand t'es dans cet état de vouloir jouer, de vouloir donner le meilleur, bah, c'est ouf, en fait. Et cet état de jeu-là, il permet ça, je pense. D'être prêt à tout donner, quoi. C'est beau ce que tu dis, d'avoir le privilège de monter sur scène. Mais en fait, et ça, c'est un formateur qui me l'a enseigné, c'est de dire, en fait, ça se mérite. C'est un privilège, vraiment, de monter sur scène, t'adresser à des gens, passer des idées, des messages, des émotions, c'est un vrai privilège, c'est une tribune, quoi. Et c'est là aussi où j'ai plus envie, et je pense que longtemps j'ai été dans la blagounette, dans tout ça, et aujourd'hui j'ai plus envie de ça, parce que, en fait, c'est une arme, enfin, c'est une arme pacifiste, tu vois, mais c'est vraiment une occasion de dire des belles choses, des choses importantes qui comptent. Pourtant, dit comme ça paraît chaud de dire des choses bien construites quand t'es justement en impro où ça doit... Bah complètement, mais parfois ça passe par des histoires de la vie quotidienne, ça passe par des choses très simples. Je te demande pas de me faire des tests philosophiques ou des combats hyper forts ou quoi, mais parfois juste dans l'image que tu proposes. Je te donne un exemple. Hier, j'ai fait un catch et on s'est retrouvés à faire une scène sur l'ombre. Et le propos, c'était ton ombre aime plus mon ombre que moi je ne t'aime toi. Tu vois, en fait, notre relation... Attends, redis-la moi là. En gros, c'était un couple ouais. et où on sentait qu'il y avait moins d'amour avec le temps, que le temps avait usé leur amour, mais que pour autant, leurs ombres s'aimaient encore, ce qui montrait qu'il y avait encore un truc très fort entre eux, tu vois. Et c'était hyper poétique et en même temps, c'était très drôle. Et il y avait quand même un petit message de c'est quoi l'amour, tu vois, c'est quoi l'amour dans le temps, c'est quoi le socle, tout ça. Et moi, j'ai aimé jouer cette scène. Et pourtant, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Des fois, quand tu as un monologue, par exemple, bah, c'est vraiment l'occasion, parfois, de sortir un truc qui vient de tes tripes et c'est trop cool. C'est beau. Bah, je sais pas si c'est beau, mais en fait, quand t'as travaillé, t'as tellement potassé un sujet depuis 10 ans, forcément, t'en viens, je vais pas dire à philosopher, mais à dire qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi je le fais, à remettre en question ta pratique aussi, et c'est ça qui fait aussi que t'apprends et que t'avances, quoi. Et que tu peux en parler, et que tu peux l'enseigner aussi. Moi, je me suis sentie légitime pour enseigner l'impro quand j'ai compris que j'avais une vraie conception pédagogique, mais aussi une conception globale du théâtre d'impro. Du coup, d'ailleurs, tu l'enseignes depuis combien de temps ? Bah là, avant, j'ai enseigné ponctuellement, j'animais on appelle ça des coachings. J'en animais de temps en temps comme ça. Et là, cette année, c'est la première année où j'ai vraiment 2 groupes à l'année d'adultes que j'entraîne le lundi soir. Après, du coup, 10 ans de théâtre d'impro. Bah ouais. Après, 10 ans, il m'a fallu 10 ans pour me sentir légitime pour le faire. Après, c'est quand même pas pareil d'enseigner à des gens. Ah, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est pas forcément... le fait d'être bon comédien n'est pas forcément un gage d'être un bon pédagogue. Ouais, par contre, c'est la prise de recul sur la pratique, la technique qui peut en tout cas te permettre d'être un bon prof. En tout cas, de l'enseigner. Est-ce que tu as du coup déjà pensé à en faire ton vrai métier ? Bah oui, j'y pense tous les jours en fait. Parce que forcément, ça prend de la place. Après, il faut savoir que très rares sont les comédiens d'improvisation qui vivent de la scène en tout cas. Ceux qui vivent de ça vivent de l'enseignement, de leur pratique, d'intervention en entreprise, sur des séminaires, sur de la formation, sur des événements d'entreprise. Mais il y a très peu de gens en France qui vivent de spectacles d'impro. En fait, c'est parce que programmer de l'impro, c'est très compliqué. Pour les grosses salles, les théâtres, etc., c'est un vrai pari de programmer de l'impro. Parce qu'il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas de teaser. Tu peux pas envoyer une bande-annonce de ton spectacle. Et c'est un risque. Le spectacle peut être bon comme il peut être mauvais. En général, si les comédiens sont bons, il sera toujours bon. Mais va faire comprendre ça à quelqu'un dont c'est pas le milieu. Donc, c'est très compliqué de ne vivre que de représentation de théâtre d'impro. Il y a peu de gens qui le font. Parce qu'en plus, si tu fais ça, t'es forcément avec un groupe. T'es rarement seul, en tout cas. Tu peux avoir un collectif plus restreint. Par exemple, à Paris, la compagnie la plus connue qui tourne super bien, c'est les E. Ils sont 8 à peu près et leur spectacle, ils le jouent 3-4 heures par semaine. Et ils sont 3 à chaque fois sur scène. Et un comédien en régie avec le régisseur parce que la régie fait partie du spectacle. Voilà.
Mais donc oui, forcément un collectif. Monter un spectacle, ça se fait pas tout seul, pour moi. Sauf si tu fais un solo d'impro. Et chapeau, ceux qui le font. Mais en général, tu montes ton projet, tu montes avec des gens avec qui tu as envie de jouer, avec qui tu sens que tu as une affinité dans le jeu. Et tu peux inviter des gens aussi, parce que en impro, c'est trop bien de jouer avec tes potes, mais c'est tellement chouette de jouer avec des gens que tu connais pas. C'est la surprise. Parce que la difficulté pour moi en impro, c'est de continuer à se surprendre. Se surprendre soi-même, de dire punaise, j'ai osé faire ça, quoi. Et surprendre ceux avec qui tu as l'habitude de jouer. Et c'est vraiment une quête de dire non, il faut qu'on continue à se surprendre. Parce que de la surprise naît la super histoire, en fait, naît l'idée de génie qui fait mouche. Et du coup, c'est, voilà, dans l'idéal, je pense que si tu crées un format, c'est bien de le faire avec des gens dont tu es proche et avec qui tu as envie de jouer. Du coup, ça me fait penser à une question que je te poserai tout à l'heure. Ok. Du coup, est-ce que toi, tu fais partie d'une communauté ou d'un groupe? Mais je sais que oui. Mais du coup, tu veux nous expliquer, nous dire quoi, les différents collectifs auxquels tu appartiens, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais... Alors, en fait, en impro, on parle en général de ligues. Donc, il y a des ligues professionnelles et des ligues amateurs. Donc, pour ceux qui sont du coin, beaucoup de gens connaissent la ligue professionnelle de Marc-en-Barœul, par exemple, qui est donc une ligue pro. Et il y a énormément de ligues amateurs. Dans le coin, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et donc moi, je fais partie d'une ligue qui s'appelle Impropulsion. C'est là que j'ai commencé il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je suis présidente de cette ligue. Après, je joue aussi pour l'école pour laquelle je bosse, où je donne des cours. Je suis dans l'équipe qui représente l'école dans des tournois. Et après, j'ai créé avec des copains, à 4, on a créé un collectif. Enfin, c'est pas vraiment un collectif, une compagnie, on va dire. On s'est pas vraiment donné de nom. Mais on a créé un petit groupe à 4 parce que en fait, on a compris qu'on aimait jouer à 4, qu'on avait un peu les mêmes envies, une belle complémentarité. Et donc, on a créé notre propre groupe à 4 qui s'appelle les Limoncello. Ça vient du fait que quand on bossait ensemble, à la base on est parti plutôt de théâtre de texte, on faisait des sketchs et on était dans le même cours de texte et là-dessus on finissait souvent de nos soirées avec du limoncello et donc on s'est appelé les limoncello, voilà. Donc ça c'est t'as pas dit récent. Le nom de l'école dans laquelle Ah oui, donc je travaille pour une école qui s'appelle les Cours Jean Blondeau, voilà, qui est dirigée par Stéphane Pezra et c'est une école de théâtre globale, on va dire, où il y a des cours de texte, des cours d'humour. D'ailleurs, j'y ai fait une masterclass d'humour pendant 2-3 ans. Et il y a aussi des cours de ce qu'on appelle combinés, où tu peux un peu toucher à tout. Et donc moi, je gère le cours d'impro, voilà, de théâtre d'impro. J'ai 2 groupes. Et après, voilà, il y a même un cours de stand-up. Voilà, c'est une assez grosse école avec beaucoup d'élèves qui est vraiment chouette. Pour ceux qui sont dans la région, dans la métropole lilloise. Ouais, si vous voulez tester, moi je trouve le cours de combiné, quand par exemple on a soit jamais fait de scène ou théâtre, soit on en a fait il y a longtemps, qu'on a envie de s'y remettre, c'est idéal parce qu'on y fait de l'impro, du texte, du clown, on fait pas mal de techniques différentes. Et je trouve que c'est un bon moyen de remettre le pied à l'étrier par exemple. Carrément. Ou de avoir l'étincelle sur quelle catégorie de C'est ça, vers quoi j'ai envie de me spécialiser. Et en plus, c'est une école où il y a une vraie équipe pédagogique avec, voilà, où on communique beaucoup entre nous. Donc c'est plutôt bien mené, bien organisé, ouais. Et du coup, est-ce que tu as des ouvrages, des groupes Facebook, des films, des séries, des livres, ce que tu veux, à conseiller à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent? Du coup, j'en ai pris là. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu le ponte de l'impro qui s'appelle Keith Johnston, qui est très connu dans le milieu, on va dire. C'est vraiment lui, on va dire, qui a théorisé l'impro et qui... il n'était pas forcément comédien, mais en tout cas, il était pédagogue surtout. Donc, il y a son livre qui s'appelle Impro, de Keith Johnston, qui a été traduit par Mark Jane, qui est un improvisateur très connu en France, qui est dans la compagnie dont je parlais tout à l'heure, les E. En vrai, je l'ai pas lu, je l'ai depuis longtemps, et je l'ai lu en diagonale, c'est-à-dire que j'ai plus été piocher des passages qui m'intéressaient pour mon enseignement. Voilà, c'est parce que est-ce que c'est chapitré et du coup tu peux le manger dans n'importe quel ouais, sens? Ouais, c'est ça, okay. Complètement. Par exemple, il y a tout un chapitre sur le transmasque qui, moi, m'intéresse un peu moins, donc je l'ai pas lu, mais tout ce qui concerne la narration, ça m'intéressait parce que j'ai animé un stage sur le long form. Donc le long form, c'est une impro longue avec une seule histoire. Là où un match, un catch, etc., même un cabaret, c'est des impros assez courtes. Là, c'est une seule longue impro. Et c'est un peu le Graal de l'improvisateur. Moi aujourd'hui, à choisir, si je pouvais ne faire que ça, je ne ferais que ça. Parce que tu joues en général un seul personnage, ou en tout cas tu creuses un personnage, c'est très très chouette. Et l'autre que par contre j'ai vraiment épluché, c'est celui de Nabla Levist, qui s'appelle Improvisation théâtrale. Et donc Nabla, c'est un comédien qui est chez les E.
aussi. Et je l'ai eu en stage en fait de formation de formateur. J'ai complètement adhéré à sa vision de la pédagogie en impro, donc j'ai acheté son bouquin. Et dedans, en fait, il a une approche très concrète de l'impro avec des techniques. Voilà, les techniques, c'est quoi l'impro? Par exemple, il explique qu'en impro, le niveau 0, c'est le comédien. Et il faut être ce qu'il appelle happy, healthy and sexy. Ça, c'est la base du comédien. Pour jouer, il faut être heureux, en bonne santé et sexy. Ensuite, le niveau 1, c'est l'histoire. Tout doit être au service de l'histoire. Et le niveau 2, c'est ce qu'il appelle le cercle. C'est donc la contrainte. C'est quoi les contraintes qui me sont données? C'est quoi les personnages qui ont été créés, etc. Et donc ça, il a vraiment théorisé, mais c'est hyper accessible. Et il y a aussi un chapitre sur l'enseignement de l'impro avec des techniques pour les pédagogues. Et donc ce livre est vraiment génial. Et après, en référence pour le grand public... ou les improvisateurs, sur Netflix, il y a du long form, justement, dont je te parlais. Et donc, c'est 2 humoristes américains qui font un long form à 2. Et c'est Middleditch and Schwartz. Et donc, ce sont des comédiens de série, mais qui viennent de l'impro. Et donc, il y a 3 épisodes, donc 3 long forms différents, qui ont été joués en public et filmés. Et donc, ils te font des long forms de 45 minutes à 2, et c'est extraordinaire. Voilà. C'est en anglais. J'avoue, j'ai déjà vu un épisode et c'est très très bien. Ouais, c'est ouf. Et ça, je pense que t'aimes ou pas l'impro, à regarder, c'est comme regarder finalement un spectacle de stand-up. Si tu sais pas de toute façon ce que tu vas regarder comme spectacle, tu te laisses porter par l'histoire et ils le portent très bien. Et c'est vrai qu'ils ont une dynamique de ouf. Ouais, donc ouais, ça c'est après en film et tout, j'ai pas de référence là-dessus. Moi, je sais que après il y a des humoristes aussi qui peuvent être inspirants ou des personnalités qui viennent du milieu de l'impro qui sont assez inspirantes. Jamel Debbouze par exemple, Edouard Baird, enfin c'est des gens qui sont inspirants là-dessus. Et des groupes, nous dans la région, on a Impro Hauts-de-France où on partage plein d'infos sur l'impro, notamment sur les stages, les formations, etc. Parce qu'en impro, il faut se former tout le temps. Enfin, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si tu restes sur tes acquis de tes petits coachings que tu fais depuis des années, tu peux t'entériner dans une routine d'improvisateur. Et pour moi, la clé, c'est de te former en permanence et d'aller découvrir. Et au plus tu te formes, au plus tu vois qu'il y a plein d'autres trucs que tu as envie de découvrir, tu vois. Tu fais un stage sur... moi, je fais beaucoup de stages sur le corps, par exemple. Et puis là, tu dis, ah, mais en fait, la prochaine étape, c'est ça. Et moi, ça m'a amené à travailler, par exemple, avec Sébastien Chambre, qui est un super formateur, sur les singularités et les stéréotypes en impro. Et là, c'est là où tu pousses ta réflexion dans ton engagement en tant que comédien. De dire, j'ai envie de lutter contre les stéréotypes, j'ai envie de défendre la singularité comme un vecteur de poésie ou de... Voilà. Et au plus tu te formes, au plus tu découvres des trucs à bosser et c'est ça qui vient enrichir ton jeu. Là, je sais que moi, la prochaine étape, c'est le clown, par exemple. Donc après, voilà, on a Impro Hauts-de-France. Après, il y a Impro France aussi sur Facebook comme groupe. Après, il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle... je sais plus comment, mais... C'était dans la ligne de Balance ton porc et de MeToo. C'était sur justement les comportements un peu abusifs en impro, parce qu'il faut savoir qu'il y en a. Et donc c'était un collectif un peu justement visant à dénoncer les comportements abusifs en impro pour lutter contre ça justement. Parce qu'il faut savoir que comme partout, il y a des comportements abusifs dans le milieu de l'impro et moi pareil, j'ai envie de lutter contre ça, quoi. Donc sur scène pendant des impros, tu veux dire? Ouais, complètement. Ouais, moi j'en ai vécu, j'ai été témoin de trucs et tout, et en fait c'est pas normal, quoi. Et t'as beau te dire, on est là pour rire, mais en fait, c'est pas parce qu'on peut tout inventer, qu'on peut inventer toutes les histoires possibles, que tout est autorisé. Mmh. Tu vois ? Moi, une fois sur scène, je me suis pris... on faisait une scène avec un comédien que je connaissais pas. Et sur une scène, on est dans un ascenseur. Tout d'un coup, il me dit « Prends ça, salope !» et il me colle une fessée devant le public. Ah ouais, c'est chaud. Et en fait, ça, c'est pas normal. Donc, le public rigole, mais c'est pas trop s'il a le droit de rigoler. Mmh. Et à l'époque, moi, j'ai rien dit. J'ai serré les dents et j'ai continué l'impro. Aujourd'hui, je sais que si ça se reproduisait, j'arrêterais l'impro. Je mettrais un stop et je dirais au public, voyez, ça, c'est pas ok en fait. C'est pas parce que c'est de l'impro que c'est drôle, que c'est autorisé. Donc, il y a quand même des choses encore, même sur les stéréotypes de genre, sur tout en fait, sur la diversité, etc. Il y a encore beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Ne soyez pas des enfoirés. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a un rôle d'éduquer le public un peu. Ouais, de dire, en fait, les stéréotypes du mec qui fait le gros macho et de la nana facile, ça suffit, on peut montrer autre chose sur scène et ce sera tout aussi drôle. Ouais, carrément. Trop cool. Merci pour toutes ces recommandations alors. De rien. Pour les curieux, il n'y a plus qu'à. Écoute, je pense que je relis, mais je
Ah non, j'en ai une dernière quand même. Ok. Celle-là, je l'ai passée, j'ai pas fait gaffe. C'est quoi ton meilleur souvenir? On va finir sur une bonne note comme ça. J'en ai plusieurs. Il m'en faut qu'un pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. J'en ai un qui est chouette parce qu'il est un peu exotique. Donc voilà. On est parti on est allé au Maroc faire un tournoi international. Il y a déjà pas mal d'années. Et j'étais hyper heureuse parce que à l'époque, j'ai joué contre la seule et unique équipe d'Algérie d'impro. Et c'était un moment assez ouf parce que en fait, c'est des cultures qui se rencontrent, mais on se rend compte que sur scène, quand tu veux juste raconter des belles histoires, tout match, tout fonctionne. Et c'était ouf. On était à Casablanca, à la Villa des Arts, on jouait en extérieur. Et j'étais hyper émue de jouer contre la seule et unique équipe d'impro d'Algérie. Voilà. Ils en ont toujours qu'une aujourd'hui? Je pense que ça s'est vachement développé. Mais à ce moment-là, et c'était il y a 6 ans peut-être, c'était la seule. En tout cas, c'était la seule ligue qui existait, les Drôles-Madères. Donc super nom en plus et trop sympa, vraiment trop bonne équipe. Voilà. Donc j'étais un peu... on a gagné, ouais. Bravo. Mais on n'a pas le tournoi, on l'a pas gagné. On a perdu en finale contre le Maroc. Ah bon. Mais déjà, c'était un privilège d'être invité, quoi. D'être reçu. En plus, on a été reçus comme des princes. Enfin, c'était ouf. Voilà. Canon. Trop bien. Merci pour le partage. Après, nous, on va attaquer une deuxième partie qui s'appelle le flow. Moi, j'ai plein de questions pour toi qui me sont venues avec tout ce que tu m'as dit. Donc là, on va y aller en mode on se laisse porter. On y va. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est le flow? Je pense que c'est justement cette passion qui t'emporte, quoi, et qui te procure beaucoup de bonheur, j'imagine. Alors, je te lis la définition Wikipédia. Okay. Donc en psychologie positive, le flow est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction de son accomplissement. Donc là, il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Tu es pleinement dédié à ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est ce que tu vis dans ce que tu fais dans le théâtre d'impro? Oui, ça m'arrive. Pas tout le temps, mais ça m'arrive, ouais. En fait, ça arrive quand je suis dans ce que je t'expliquais, ce truc d'être dans cet état de jeu et surtout parce que j'ai un mantra un peu maintenant, parce que c'est bien d'avoir des mantras en impro. Moi, j'ai un mantra qui est le plaisir. C'est-à-dire que avant, je pense que je voulais à tout prix faire rire le public. Et c'était un peu mon mantra, c'était la satisfaction du public. Aujourd'hui, mon mantra, c'est le plaisir. Mon plaisir à moi. Parce qu'en fait, de mon plaisir vient le fait que ça fonctionne et que ça marche avec le public. Et donc, il y a des moments quand je suis vraiment dans cet état-là, de tout lâcher, quoi. J'arrive à cet état de flow, on va dire. Et là, ce week-end, j'ai fait 2 spectacles et j'y étais. Franchement, c'était le bonheur, en fait. Je voyais pas le temps passer. Et ouais, j'y étais. Et je suis heureuse. C'est encore plus chaud parce que du coup, techniquement, quand tu es vraiment dans cet état-là, plus rien n'existe autour, sauf que tu dois quand même être à l'écoute des autres. Complètement. Mais c'est là où je te parle vraiment de cet état de présence et de détente. Parce que quand tu es vraiment détendu, c'est là que tu peux être dans l'instant présent, vraiment. Et donc dans cette vraie écoute active et en même temps rebondir. Et quand tu construis pas, en fait. C'est-à-dire que avant, en fait, tu as deux possibilités en impro. Tu peux être soit cérébral, soit organique. Quand tu es cérébral, c'est un peu que tu construis ton histoire dans ta tête. Tu dis, je vais rentrer sur scène, j'ai une idée. J'y vais. Et quand tu joues en impro organique, tu vas sur scène, tu n'as rien. Et tu laisses venir. De mouvement du corps, de la connexion avec l'autre, de juste ce qui se passe là, c'est de là que vient l'idée. Et moi, je joue en organique maintenant. Avant, j'étais, je vais faire ça, je vais faire tel personnage, je vais prendre telle voix et tout. Maintenant, je n'anticipe plus rien. Je monte sur scène, je n'ai rien en fait. Et je me laisse porter, par le flow presque. Tu vois, ce truc qui me... Et c'est là que viennent les idées les plus folles. Parce que du coup, j'ai déjà eu la chance de te voir plusieurs fois. Je suis toujours grave impressionné par ce que tu es capable de sortir et vraiment tout le temps plutôt inattendu. Parce que pourtant, je sais pas, moi, j'aime bien l'impro, moi, perso, dans mon petit quotidien personnel, familial et tout. Mais je me dis, putain, à chaque fois, il y a le truc qui fait que la petite action supplémentaire. Et puis après, ça vient beaucoup du corps, de certaines mimiques, etc. Enfin bref, je suis à chaque fois grave impressionné. C'est ouf. Et c'est vraiment cette connexion avec l'autre, avec le moment présent, avec le public. Et pas se mettre de filtre, en fait, se dire... Parce que souvent, en fait, en impro, tu peux faire de l'absurde,
tu peux dire vraiment des choses complètement folles, mais si tu les assumes vraiment, le public te suit. Ouais, à fond. En fait, si tu y crois, ton personnage y croit dur comme fer, ben le public te juge pas du tout. Au contraire, le public là, waouh, et te suit. Et du coup, c'est ça que j'aime. Et ce que je recherche aujourd'hui, et souvent je le formule comme ça maintenant, moi ce que je recherche, c'est cette folie douce. Tu sais, ce truc de c'est fou, mais c'est touchant. Parce que c'est assumé et du coup, c'est touchant. J'ai plus envie de faire de la blague poète juste pour dire de faire une blague. Bien sûr, je fais encore du cabotinage, on appelle ça. Je dis encore des petites punches comme ça, des petites punchlines et tout. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment, c'est cette folie, mais qui est touchante. C'est ça que je cherche. Ah non, mais moi j'adore. Je trouve ça passionnant à chaque fois dès que je vous vois. C'est grave impressionnant. Est-ce que tu sais expliquer aujourd'hui toutes les variétés d'improvisation qui existent? Parce que, encore une fois, comme j'ai la chance de connaître ton quotidien, je sais différents types d'improvisation que vous avez déjà faites. Et donc, du coup, que les gens se rendent compte aussi de jusqu'où ça peut aller. Et tu me vois venir, je pense forcément à la comédie musicale improvisée. Ah ouais. Et donc, si tu peux expliquer ce que c'est, parce que c'est complètement fou. Moi, je savais même pas que c'était possible, mais c'est incroyable. Donc ce que je disais au début, c'est qu'en effet, les formats classiques, c'est le match, le catch et le cabaret. Donc très codifié. Le catch beaucoup moins que le match parce qu'en général c'est du 2 contre 2 ou 1 contre 1, même avec juste un arbitre, il y a beaucoup moins de règles, etc. C'est très punchy. J'adore le catch moi parce qu'en fait tu joues tout le temps. Et il n'y a pas de caucus. Un caucus, c'est ce petit temps de préparation qu'on a entre le moment où on a le thème et le moment où on joue. On a en général en match un caucus. Et en catch, t'as pas de caucus, tu vas direct. Moi, j'aime beaucoup le catch. Le cabaret, c'est des formats où on enchaîne des impros, voilà. Et en fait, donc, ce qu'on j'expliquais tout à l'heure, il y a du long forme. Et dans le long forme, il y a la comédie musicale improvisée. Et donc, c'est vraiment une comédie musicale comme à Broadway, comme un Disney, où on fait... Donc, c'est un long forme et où on suit un schéma narratif qui a été inspiré du voyage du héros de Joseph Campbell. Donc, Joseph Campbell, c'est un auteur qui a enquêté pendant des années sur la structure narrative. Il a lu plein de romans, légendes, etc. de tous les temps. Et il en a déduit un schéma narratif en 12 étapes qui fait une bonne histoire, on va dire. Et de là, des pros de l'impro, donc on simplifiait ça pour la comédie musicale improvisée et on réduit de 12 à 7, je pense, étapes le schéma narratif de la comédie musicale improvisée. Mais donc, c'est vraiment un long forme où on suit un héros ou une héroïne dans son voyage avec des chansons clés. En fait, qui sont les chansons que vous retrouvez dans les Disney ou dans les comédies musicales célèbres. Hein. L'opening song, c'est la chanson Bienvenue. Et puis, il y a la wish song, c'est la chanson où le héros ou l'héroïne va exprimer son souhait le plus cher. Après, celle que moi j'adore, c'est la In the Shit song, qui est la chanson où vraiment le héros est dans la grosse merde et on pense qu'il va jamais s'en sortir et qui finit quand même par s'en sortir en général. Et après, voilà, il y a la 11 O'Clock Song. Ça, c'est un peu la chanson qui était en général chantée à 23h à Broadway. C'est ce moment-là de la soirée, on va dire. C'est la chanson de la bascule un peu, où en fait on trouve une solution et puis on y va. Voilà, donc il y a plein de chansons comme ça. Et donc c'est très technique, en effet. La comédie musicale improvisée, c'est hyper technique. Parce que du coup, il faut bien se rendre compte que donc, ça chante, ça impro, ouais. Ça improvise... mais le musicien aussi, il improvise. Ouais, en fait, qui dit comédie musicale dit, et ça c'est le plus compliqué, je pense, avoir un musicien de comédie musicale improvisée, un musicien improvisateur, qui est à la fois capable de jouer tout le temps, d'improviser toutes les mélodies qu'il va faire pour nous accompagner, mais qui doit aussi connaître le jeu des comédiens pour adapter ce qu'il fait à ce qui est en train de se passer. Et ça, pour moi, c'est une vraie prouesse. Enfin, les musiciens d'impro, de toute façon, les musiciens d'impro, c'est des denrées rares et très, très, très recherchées, très appréciées. Donc, si vous êtes musicien, que vous êtes chaud de l'impro, bah, franchement, lancez-vous, vous allez être courtisé de toutes parts. Ouais, c'est impressionnant, parce que du coup, tu dois être grave à l'écoute de ce qui se passe sur scène, mais aussi, tu peux aussi les aider et les guider si les gens sont un peu perdus et tout. Enfin, ou suivre ce qu'eux peuvent te demander. Enfin, il y a vraiment, c'est un vrai dialogue. Hein. Et le plus dur pour moi, pour l'avoir vécu du coup la comédie musicale imposée, puisque j'en fais aussi, quand t'es le ou l'héroïne, c'est que quand tu fais par exemple une wish song, donc la chanson du héros ou de l'héroïne, c'est un peu ton moment de gloire, hein, on va dire sur scène, c'est que tu poses un refrain, mais derrière que t'improvises, hein, et derrière tu vas improviser des couplets. Et parfois, quand tu dois revenir au refrain, bah, tu te souviens plus de ton refrain
Parce qu'entre deux, t'as improvisé un ou deux couplets. Et pour moi, c'est le plus dur. Et c'est là, tu vois, où je rebondis sur l'importance du collectif. C'est que quand bien même t'es tout seul à faire ta chanson, tes collègues sont derrière toi pour essayer de retenir le refrain que t'as posé et pour t'aider si t'es en galère au moment où tu dois ressortir ton refrain. C'est pour ça que c'est un sport d'équipe. Et limite, moi je me souviens quand ça m'est arrivé, j'ai demandé à mes collègues, j'ai fait punaise, écoutez bien mes refrains parce que je vais être en galère totale, et ils m'ont vraiment aidé, quoi. Et ils viennent faire le chœur et ils viennent te soutenir. C'est pour ça que c'est que du collectif. Et du coup, d'ailleurs, les rôles sont définis au départ en comédie improvisée ou pas? Non. Là, quand moi je l'ai fait, il se trouve que oui. Parce qu'on est amateur et que notre formateur a choisi, donc moi il m'a demandé de faire héroïne parce que sur l'exemple que tu as vu par exemple, parce qu'il savait que je maîtrisais bien la technique de narrative, etc. Mais en général ça se décide quand même en caucus. Donc pour ça, moi, c'est le fameux voilà, moment, ce fameux moment. En fait, quand je suis allée voir du coup une comédie musicale improvisée à Paris, qui est par la compagnie New, qui est un peu la compagnie de théâtre de comédie musicale improvisée. Et eux, en fait, entre le moment où ils ont le thème, etc., et ben en fait, les musiciens vont jouer. Bon, eux, ils ont 3-4 musiciens, voire plus. Et il y a un petit moment musical en fait pendant lequel ils vont à 3 ou 4, souvent ils sont 4, ils vont en réserve, on appelle ça, donc sur le côté, et entre eux ils désignent qui va être le héros ou l'héroïne. C'est quand même très important de désigner ça. Mais être héros ou héroïne d'un long forme, que ce soit une comédie musicale improvisée ou un voyage du héros classique, c'est le rôle le plus facile. En fait c'est le plus simple. Parce que tu portes le poids de l'histoire. Tu portes le poids, mais en fait c'est les autres qui te donnent tout. En fait, tu dois juste rebondir sur ce que les autres t'apportent. En fait, les autres viennent te donner du biscuit, et toi, tu dois juste le prendre et faire avancer l'histoire. Mais c'est vraiment le rôle le plus facile, le plus confortable. Après, la prouesse vocale, c'est autre chose et tout, mais dans la construction, tu dois juste faire confiance aux autres. Mais du coup, tu dois être combien minimum pour faire une comédie musicale improvisée? Pour moi, 4. Un héros 4? Ouais. Méchant, il faut un ou une héroïne. En fait, les autres peuvent jouer plusieurs rôles. Ah, ok. En fait, il y a que l'héros ou l'héroïne qui ne fait qu'un rôle. Les autres, en général, vont jouer plusieurs rôles. Donc, pour moi, 4, c'est bien. C'est ce qui se fait chez New, ils sont 4. Et plus un animateur. Et après, il faut au moins un musicien. L'idéal, c'est d'en avoir 2. Mais, Et du coup, là, la troupe New, c'est ça? Ils tournent encore à Paris? Ouais. Et du coup, tous les soirs, c'est différent? Ouais, ils jouent une fois toutes les 2 semaines, je pense. Donc, moi, je suis allée les voir il n'y a pas très longtemps. Et là, ils ont une énorme date après-demain, d'ailleurs, au Théâtre Bobino. Sinon, ils jouent au Point Virgule, je pense. Ouais, au Point Virgule. Et ils jouent toutes les 2 semaines. Mais eux, en fait, au-delà d'être des improvisateurs, en fait, c'est des chanteurs. Enfin, c'est des performeurs. C'est-à-dire qu'ils ont tous des voix incroyables. Et puis, c'est des sportifs. C'est-à-dire que c'est comme... je te disais, c'est un entraînement. Eux, ils s'entraînent à improviser des chansons. Et ils ont des voix de malades, quoi. C'est des vrais chanteurs qui pourraient être dans des comédies musicales avec Kamel Wally, tu vois. C'est impressionnant. Toi, t'es là. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, punaise, je suis à 1000 kilomètres de toucher ça du doigt, quoi. Ouais, non, mais c'est... Oui, parce que là, du coup, t'as et le talent d'improvisation, et le talent du chant, et du jeu, et... Enfin, là, ça mélange... C'est tout. Là, eux, pour moi, c'est des performeurs, vraiment. Et je trouve ça dommage que ce soit pas plus connu, en fait. Tellement c'est des prouesses artistiques pour moi. Donc n'hésitez pas à aller voir New. Non, vraiment, allez-y. Il y en a d'autres des troupes comme ça qui tournent Je sais qu'à Brest, il y a aussi des spectacles, ça arrive. Mais je connais pas d'autres troupes comme ça, compagnies, qui sont vraiment experts dans la comédie musicale improvisée. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé de catch, de match, etc. Et on en avait déjà parlé ensemble, mais donc il y a des règles du jeu dans un match, du coup, c'est ça? Ouais, dans le catch aussi, mais un peu plus light. Mais ouais, il y a des règles. Quelles sont ces règles? En fait, donc il y a un arbitre. En général, un arbitre a 2 assistants, ou des assesseurs, on appelle ça. Il y a donc 2 équipes. Il y a des règles de format, on va dire, avec demi-temps de 45 minutes, avec la structuration aussi il y a un cérémonial, normalement on rentre, il y a des hymnes, puis on lance le spectacle, etc. Des règles de forme aussi sur comment sont amenés les thèmes et les catégories, c'est-à-dire qu'en général l'arbitre va dire improvisation mixte ou comparée. Donc déjà ça c'est est-ce que les 2 équipes vont jouer ensemble, c'est une mixte. Une comparée, c'est quand elles jouent chacune leur tour sur le même thème. Ensuite, il va donner le thème de l'impro, la durée,
le nombre de joueurs qui peuvent être sur la patinoire. Parfois c'est illimité, parfois c'est limité. Et enfin, s'il y en a une, la catégorie. Donc c'est là où je te parlais de contraintes. Ça peut être une libre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte spéciale, et ça peut être une catégorie soit de genre, donc par exemple un western, une soap opéra, une Molière, etc. Ça c'est des genres, ou des contraintes de mise en scène, comme je te disais, ou par exemple une que les gens adorent, c'est la peau de chagrin. C'est une impro que tu fais 3 fois, d'abord en 3 minutes, puis 1 minute, puis 30 secondes, puis 15 secondes. Tu fais la même en la raccourcissant. Ça, c'est un exemple de contrainte de forme, on va dire. Mais il y en a plein. Enfin, ça, il y en a plein. Les arbitres en inventent tout le temps. Et au plus j'en découvre, au plus je suis contente parce que j'adore faire un match avec des catés que je connais pas parce qu'au moins je vais en découvrir et c'est trop cool. Donc ça, c'est sur la forme. Et après, il y a des règles vraiment d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a des fautes. Donc l'arbitre peut siffler des fautes. Des fautes, il y en a plein. Enfin, plein. Il y en a des plus ou moins fréquentes, on va dire. Donc, tu as retard de jeu. C'est quand l'arbitre siffle et que... En fait, quand l'arbitre siffle, il faut qu'il y ait un joueur de chaque équipe sur la patinoire. Okay. Voilà. S'il siffle et qu'il en manque un, c'est un retard de jeu. Après, tu as faute de confusion. Si par exemple, en début d'impro, je t'appelle Jean-Michel et puis que derrière, je t'appelle Patrick, c'est une confusion. Tu as les fautes de clichés, si tu vas dans des gros clichés. Et heureusement qu'elle existe, cette faute. Après, tu as des fautes de cabotinage. Donc ça, c'est comme ça. Ça, c'est une faute de... Quand en fait, tu fais de la blague pour la blague. Okay. Et que ça fait pas avancer l'histoire. Tu fais ça juste pour faire rire le public, mais ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Bon, voilà. Après, t'as rudesse, c'est quand t'es un peu rude avec celui en face. Manque d'écoute, c'est quand, typiquement, t'as loupé une info importante que l'autre t'a donnée parce que tu l'écoutais pas et donc, du coup, t'as fait de la merde. Donc voilà, ça, c'est des fautes. Retard de jeu, ça peut être aussi quand ça n'avance pas. Voilà, quand il faut... Et l'arbitre peut le siffler, ça aussi. Et donc, c'est des systèmes de points. Et donc, quand t'as 3 fautes... 2 ou 3 fautes, ça dépend des arbitres, il y a une bascule de points pour l'autre équipe. Et donc ça, c'est les fautes d'équipe, mais tu as aussi des fautes individuelles, parce que l'arbitre peut soit siffler une faute à l'équipe dans son ensemble, soit à un joueur. Et si tu as 2 fautes personnelles sur un match, tu es éliminé du match. C'est comme un carton rouge au foot. Ah ouais, et tu peux plus jouer, ouais. Ah ouais. Ça arrive très rarement. T'as personne sur le banc qui peut venir prendre ta place ? Non. Ah non, mais tu es éliminé complètement du match, en fait. Ouais, non, mais du coup, t'as pas de remplaçant. Non, t'as pas de remplaçant, non. Donc l'équipe joue avec un joueur en moins. Donc c'est très gênant quand ça arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois, il y a très longtemps. Et en fait, c'était plus... L'arbitre avait fait un peu exprès en fin de match, plus pour le game avec le public, quoi, pour le show, on va dire. Mais une fois, j'ai vu un match professionnel et il y a un joueur québécois qui s'est pris une double faute personnelle très tôt dans le match, alors qu'il était balèze en plus. C'est un crève-cœur pour le public de voir qu'il est éliminé, quoi. Et du coup, donc, les Québécois ou Canadiens, dans leur globalité, je sais pas, mais c'est eux les kings aujourd'hui du match, d'impro. Sur le match, je pense, ouais. J'ai déjà joué plusieurs fois contre des équipes québécoises. Les Québécois sont très très forts, mais on n'a pas forcément le même registre humoristique. C'est-à-dire que pour moi, ils sont balèzes dans le verbe, enfin dans la punchline, dans ramener un truc improbable, dans le dialogue, des conversations impossibles, quoi, qui sont génialissime. Là où je pense qu'en France, on a plus un comique de geste, peut-être de situation. Voilà. Mais après, je pense pas être assez connaisseuse pour pouvoir être ferme là-dessus, mais c'est du ressenti plutôt. Et quand tu dis que tu as joué avec eux, c'est eux qui sont venus en France ou toi qui as joué là-bas ? Non, c'est eux qui sont venus en France. T'as jamais été joué Non, j'ai jamais été joué là-bas. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un vrai business au Québec, l'impro. Et donc, eux, ils ont des équipes qui font des tournées. Et en gros, nous, équipe française, on paye pour recevoir une équipe québécoise et on les paye pour faire un spectacle avec eux. Donc c'est un coût qui est pas du tout négligeable en plus. Et nous, on en a accueilli 3-4 années de suite. On a fait venir une équipe québécoise avec ma ligue, avec un propulsion, pour faire un énorme match. On faisait complet à chaque fois dans un théâtre de 300 places parce que tu mets Québec sur une affiche, les gens accourent, quoi. Ah ouais. Et c'était un vrai kiff de jouer avec eux, ça c'est clair. Peut-être question cliché, on peut siffler la faute, mais avec l'accent qu'ils peuvent avoir, c'est chaud des fois ou pas ? Ça peut, mais je sais qu'ils nous l'ont dit, hein, quand ils viennent en France, ils font attention, enfin ils parlent plus doucement. Ouais. Voilà. Ils prennent en considération la possibilité de... Bah ouais, et puis quand t'es improvisateur, tu peux t'adapter, en fait, t'es entraîné à t'adapter, donc eux ils s'adaptent et ils m'ont déjà révélé qu'ils parlaient un peu moins vite. Okay. Et qu'ils faisaient un effort. Mais c'est vrai que souvent on se dit, en fait, leur accent, rien qu'avec leur accent, ils ont la faveur du public, quoi. Oui, en France, et je crois qu'il y a un petit côté quand même exotique pour le public quand ils viennent voir des Québécois jouer.
Mais même des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes mots pour dire les mêmes choses que nous et tout. Donc, soit parce que c'est un anglicisme chez eux, ou enfin, ça peut être chaud, quoi. Non, c'est vrai. Mais enfin, moi, ça m'a jamais perturbé dans un match avec eux qu'ils aient un dialecte un peu différent ou quoi. Et parce que je te dis, ils font attention. Par contre, ils détestent le fait que nous, on ait envie de les imiter. Ouais. Et ça, par exemple, les catégories avec accent, parce que ça existe, le public adore les catégories avec accent, mais moi, aujourd'hui, dans mes réflexions sur le sujet, ça commence à me gêner un peu. Parce qu'on est dans la caricature et que du coup, on peut être dans le cliché. Parfois, c'est un peu limite, je trouve. Alors, à moins qu'il soit très, très, très bien fait, voilà. Ouais, ça peut, ouais, puis si pour le coup c'est mal fait, c'est gênant pour tout le monde. C'est un peu gênant. Après, c'est drôle. Mais voilà, je suis un peu mitigée maintenant sur c'est des catégories que s'il faut les faire, je les fais. Hein, et puis moi, j'aime bien jouer avec des accents, mais où je trouve que des fois, c'est un peu limite. Et du coup, est-ce qu'on peut montrer un maillot d'impro pour que les gens se rendent compte, donc avec l'historique que tu nous as fait tout à l'heure sur le fait que ce soit des maillots de hockey. Ouais, c'est parfait, ça envoie. Donc voilà, ça c'est mon maillot à moi de match. Et donc à l'arrière, il y a mon nom et puis il y a mon numéro. Donc moi, j'ai choisi mon numéro. J'ai choisi le 59 puisque c'est mon département. J'ai voulu faire un peu, ma chauvine. Ouais. 59, mon département. Voilà. Et j'en ai un autre de mon autre équipe qui est bleu. Donc voilà. Un numéro aussi. Numéro 11, pas pareil. Mais pour le coup, celui-là, c'est pas mon maillot personnel. Ah oui, parce que je vois qu'il y a du scratch derrière. Ouais, voilà. En fait, il y a en général, quand t'as pas mal d'années de pratique, tu fais faire ton propre maillot avec ton nom et tout. Mais sinon, on a des maillots avec des scratchs et on met ce qu'on appelle dessus des nominettes. En fait, c'est un scratch avec notre nom qu'on vient scratcher sur un maillot collectif, on va dire qu'on partage. Okay. Voilà. Donc, et là, j'ai même pas de nominette sur celui-là, donc je joue sans nom dessus. Bravo. J'ai juste le plus petit j'ai juste le plus petit maillot du sac, quoi. C'est tout. Du coup, je vois la photo là en baissant la tête. Ouais. Quelle est cette photo alors? Ouais, alors j'avais sorti. Franchement, elle est accrochée dans ma salle de bain normalement. On la voit pas très bien, mais c'est une photo de moi sur scène en 6e où j'ai joué le rôle d'un clown justement sur une pièce. Et j'avais pas du tout le rôle principal, mais j'avais le rôle le plus puissant, je pense, dans le comique qui se dégageait de ça. Et ça a été je l'avais prise parce que c'était un trop chouette moment où les retours publics et ce que moi j'avais ressenti sur scène, dans comment je pouvais m'éclater sur scène, ça avait été un peu important. Et du coup, puis je trouve que les mimiques sont celles que j'ai encore aujourd'hui. Parce qu'on peut vieillir, on peut changer et tout dans notre visage, mais il y a quand même des expressions qui sont ce qu'on est, qui sont très authentiques et qu'on garde avec l'âge. Et je trouve que c'est ça la scène aussi, c'est garder ça, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu disais justement, tu parlais du clown parce que tu aimerais plus creuser le personnage de clown. C'est-à-dire, du coup, ça veut dire quoi concrètement pour toi, en théâtre d'impro? En fait, l'improvisation, c'est de la construction. C'est-à-dire, je construis une histoire. Tu vois, je fais avancer une histoire. La logique du clown, ça n'a rien à voir. Le clown, il est dans l'instant présent complètement. Il est dans l'accident. En fait, le clown, c'est juste, je constate que j'ai un lacet d'effet et j'en fais quelque chose. Je ne suis pas dans la construction, je suis dans le ressenti. En fait, le clown, c'est un être émotionnel pur. Et donc, pour faire du clown, il faut être dans une maîtrise vraiment de ses émotions et de comment on les exprime, comment on les manifeste. Parce que le clown, c'est juste qu'est-ce que signifie un haussement de sourcil. Qu'est-ce que ça renvoie comme émotion. Enfin, on est d'accord que le clown ne parle pas. Des clowns peuvent parler. Okay. Après, j'ai pas fait assez de clowns pour être vraiment experte du sujet, mais en fait, j'ai fait un stage de clown cette année. Ça m'a bouleversée. Et en fait, tu dois, c'est un peu ésotérique, hein, mais tu dois rencontrer ton clown. Parce qu'en fait, on a tous un clown. Le clown, notre clown, c'est un peu une facette de nous, qui est notre vrai nous, presque. Et en fait, quand tu rencontres ton clown, tu peux lui donner un nom, tu lui donnes une voix, une posture physique, un vêtement aussi. Il a son habit, ton clown. Et en un week-end, j'ai entreaperçu mon clown à moi. Et c'était hyper émouvant. En fait, c'était trop chouette. Et donc, c'est là où... Et en fait, le clown, t'es que dans le je ressens et je donne à voir au public avec mes expressions, mon visage, etc. C'est vraiment un truc de partage qui est hyper fort. C'est très poétique, le clown. Donc, j'ai envie vraiment de travailler ça. Donc, t'es encore à sa recherche. Ouais, je l'ai quand même un peu trouvé, mais j'ai pas encore trouvé sa voix, par exemple.
J'ai trouvé son visage, son prénom. Ouais, il s'appelle Pulco, mon clown. Et je l'aime bien, mon clown. Mais ce qui est très drôle, c'est que mon clown, il est très introverti. Et du coup, attends, ce que tu dis, ton clown, c'est presque ton toi. Alors, est-ce qu'on peut ne pas aimer son clown? Je pense qu'il vaut mieux l'aimer quand même. Ouais, j'espère quand même. Ou alors sinon, c'est que t'es pas en phase avec toi-même, je sais pas. Mais... Après, je pense que c'est des facettes de toi, tu vois. C'est... Donc moi, je te dis, dans la vraie vie, j'ai l'air très extraverti et tout, mais mon clown est introverti. Par contre, là où dans la vraie vie, j'ai peut-être des fois du mal à dire ce que je pense, ce que je ressens ou quoi, mon clown, il est introverti, mais il dit ce qu'il pense. Voilà. Et c'est ça que c'est intéressant du coup d'aller travailler cette dualité un peu de ce qu'on peut être, quoi. Un ventriloque avec sa marionnette, quoi. Il peut lui faire dire vraiment ce qu'il veut en se dédouanant un peu de, en fait, c'est moi, mais pas vraiment. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais pour autant, l'émotion est sincère. Et elle est là, quoi. Et tout à l'heure, je pensais à peut-être un truc qu'on n'a pas précisé on a quand même beaucoup parlé de l'écoute, mais du coup, il y a aussi une règle en impro, c'est que tu es obligé de prendre ce que l'autre il te donne. Alors ça, c'est une fausse règle. Ah. En fait, c'est une règle, oui. Je vais te dire oui, mais non. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu une règle en impro que tout le monde connaît ou pas, qui est on ne dit jamais non. On doit toujours dire oui, accepter. En fait, quand tu fais de l'impro, il faut distinguer 3 choses. Il y a ton volet, la personne que tu es. Donc toi, Loris, tu es une personne. Quand tu commences à faire de l'impro, tu te mets dans ton état de comédien qui va jouer des personnages. Tu vois ? T'as vraiment 3 trucs. Donc, quand tu quittes ton côté personne pour devenir ton comédien, donc à ton état de jeu, etc., ce que je t'expliquais tout à l'heure, et tu vas jouer des personnages. Et en fait, le comédien doit dire oui à ce que l'autre propose, mais son personnage peut dire non. Tant qu'il prend en compte ce que l'autre propose et que son non est pour faire mieux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas simple à... Et j'ai vraiment compris ça il y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, oui, tu dois. En tant que comédien, tu es obligé de rebondir sur ce que l'autre propose, mais t'es pas obligé d'aller dans ce sens-là. Si t'estimes que ce sens-là n'est pas bon, que c'est pas pertinent et que tu peux proposer mieux. Le tout, c'est de bien l'amener. Mais ton personnage a le droit de dire non et de proposer mieux. Alors du coup, c'est parce que moi j'avais plutôt en tête le fait de dire, si le gars ou la nana te dit comment ça va ma sœur. Ah oui, tu es une sœur. Oui, bien sûr. Ouais, complètement. Sauf si c'est vraiment pas du tout en phase avec l'histoire. Ou même avec tes principes un peu. Je sais que moi, par exemple, j'aime pas trop jouer des rôles masculins parce que j'estime que quand on joue un autre sexe que le sien, on peut vite aller dans la caricature. Donc, je préfère jouer mon genre. Et du coup, si on me donne un personnage masculin, ça peut m'arriver de faire une pirouette et pour pas contredire ce que m'a dit l'autre, mais l'amener vers un truc où je me sente plus à l'aise. Mais... Ouais, donc du coup, c'est important quand même d'aller vers un jeu dans lequel on se sent bien. Ouais. En fait, et puis maintenant, il y a aussi des gestes qui permettent de montrer à l'autre comédien qu'on n'est pas trop OK pour poser des limites parfois. En fait, il faut vraiment s'écouter en impro, ne pas aller dans une impasse dans laquelle on se sent pas bien. Il faut faire des pirouettes quand on n'est pas en phase avec ce qui se passe. Tout est possible, donc tu peux le faire. Si t'es pas d'accord avec un truc qui est en train de se passer, tu peux trouver une issue. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle un maestro impro. Donc un maestro, c'est un format d'impro qui a été inventé par Keith Johnston, justement, qui est un format déposé. Donc c'est un type de spectacle que tu vas payer une licence pour pouvoir le jouer. Okay. Et l'idée, en fait, c'est au début, t'es entre 8 et 12 comédiens, et au fur et à mesure du spectacle, t'as des comédiens qui sont éliminés. Okay. Par un système de vote du public, qui vote pas pour les comédiens, mais qui met des points aux impros. Enfin bref, donc t'as un système où tu te retrouves à être plus qu'un seul, en fait. Être 2 puis un gagnant. Et je me retrouve à jouer avec un comédien, qui en plus a été mon formateur pendant une semaine. Et le sujet, c'était... donc c'est pas des thèmes, c'est un directeur qui te donne un point de départ. Donc il va pas te dire le thème est la grenouille verte, il va te dire vous commencez, vous êtes un couple. Donc là il se trouve que c'était vous êtes un couple dans un lit. Okay. Donc ça peut vite être tendancieux. Enfin c'est un sujet qui n'est pas simple. En face de moi l'autre comédien attaque direct en mode chérie je trouve qu'on ne fait plus assez l'amour. Moi j'avais pas envie d'aller là-dessus. En fait j'avais pas du tout envie. Parce que non, en fait il y a plein d'autres choses à dire en impro quoi. Et donc j'ai fait une pirouette. Et la pirouette ça a été de dire en effet d'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'on définisse un process
pour faire valider. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas le temps. Et du coup, je suis partie sur le champ lexical de l'entreprise et du monde des process. Et de dire, d'ailleurs, il faudrait peut-être faire un schéma de validation avec un CODIR, etc. Et en fait, j'ai fait cette pirouette de sortir de la relation trop intime où j'étais pas à l'aise pour aller vers quelque chose qui, du coup, était décalé et était drôle. Et qui, moi, faisait que je me sentais bien. Ouais, t'es plus en confiance avec le jeu, quoi. Ouais, voilà. Et avec la situation. Ouais, c'est ça. Et c'était pas forcément que j'étais pas à l'aise avec la situation, c'est que j'avais envie d'autre chose, quoi. C'est presque téléphoner un peu. Tu ouais. Dis, En fait, souvent je le dis quand je fais des spectacles, moi, le point de départ, le couple qui se dispute, je n'en veux plus, en fait. Le truc de chérie, t'as pas vidé le lave-vaisselle, mais on en voit tout le temps en impro, ce truc de commencer une impro, un couple, un reproche. Ben, en fait, on peut tout faire. Pourquoi on fait ça? Oui, généralement, une impro de couple, ça part en... En fait, pour moi, je trouve souvent... ça. Alors, jouer un couple, j'ai aucun problème avec ça, mais jouer un couple ou avec des belles choses, avec du soutien, avec des projets, des choses positives, en fait. Ce truc du couple qui se dispute pour des sujets ménagers du quotidien, ben, en fait, moi, ça me gonfle. Enfin, pourquoi faire ça quand tu peux faire une histoire d'amour entre une pendule et une grenouille, tu vois? Enfin, non, mais c'est vrai. On peut tout faire. Donc, pourquoi on se fait encore chier à jouer scène de ménage qui est sur M6, tu vois? Enfin, non. C'est vrai. Ça fait 10 ans que ça dure, c'est bon. Bah non, c'est bon, mais c'est vraiment... Et pourtant, je te dis ça, mais hier, j'ai joué un couple à un moment, et c'était très chouette. Mais parce que c'était poétique, et qu'on est sorti du truc du quotidien, quoi. Alors du coup, là, on parlait d'une histoire d'amour entre une grenouille et une pendule. Ça m'est venu comme ça. Là, comme ça, de tête, c'est quoi l'impro la plus improbable que j'ai pu jouer? Que t'as pu jouer, et puis après, celle que t'as pu vivre, peut-être en tant que public, ou en tant que... quand t'es de côté, un peu... Quand... la plus... En fait, j'en ai... La plus improbable que j'ai jouée, et qui était pourtant très courte, c'était une monologue de 45 secondes. J'ai fait une valise abandonnée sur un tapis roulant d'aéroport. Voilà. Ça, j'ai kiffé. Parce qu'en fait, cette valise, elle est triste. Puis il y en a tellement. Et en plus, il y en a plein. Et ça parle aux gens, ça leur raconte quelque chose qu'ils connaissent. Et pour autant, la valise, elle a bien le seum, quoi, parce qu'elle est seule sur son tapis roulant, quoi. Il y a ses parents qui s'inquiètent, voilà, c'est bon. J'ai celle-là que j'ai jouée. Après, il y en a une autre, mais c'est peut-être, tu vois, si j'avais pu dire plusieurs trucs vraiment kiffants de l'impro, c'était... Là, t'as le droit de dire tout ce que tu veux. Une que j'oublierai jamais et que mes potes étaient venus voir en match. On a fait un match c'était à Faches-Suménil. Et on a fait une impro très visuelle où on a fait des majorettes. Et en fait, moi, je suis rentrée première et le thème, c'était la Big Bandouille. La Big Bandouille. Déjà, et en fait, je suis rentrée... Il faut que ça t'inspire, parce que moi, tu me dis ça, je sais pas... Bah justement, comme en fait, ça veut rien dire. Et du coup, on a dit, on va faire une image collective. Donc, il y en a un qui rentre, qui pose un truc, et les autres vont rentrer au fur et à mesure et se greffer à cette image collective. Parce qu'en impro, c'est trop beau, les images collectives. Quand il n'y a pas forcément de paroles, mais juste que visuellement, c'est chouette. Et du coup, je suis juste rentrée, j'ai fait... Dunkerque, les majorettes, c'est la Big Bandouille. Hey! Et puis les autres sont rentrés chacun à leur tour pour se greffer sur ce truc très con. Et des fois, on s'arrêtait, on faisait position, Tour Eiffel. Et puis juste, on faisait un truc de merde. Et ben, cette impro, je t'assure, c'était il y a 6 ans, je crois. Même plus. Et ben, mes potes s'en souviennent encore. Des gens du public se souviennent encore de la Big Bandouille, tu vois. Tellement c'était con, mais que esthétiquement et rythmiquement, c'était chouette, tu vois. Et après, des trucs fous que j'ai pu voir, il y a un couple. Alors lui, j'arrivais jamais à donner son prénom, mais son nom de famille, il s'appelle Gaël et elle s'appelle Laura. C'est un couple, lui il est français, elle est hollandaise. Et ils ont créé un spectacle à Amsterdam, puisqu'ils habitent à Amsterdam. Et d'ailleurs, c'est eux qui organisent le festival d'impro d'Amsterdam, qui s'appelle Object of Affection. Et ils font à chaque fois un long forme d'une histoire d'amour entre 2 objets ou 2 animaux. Et ça, je trouve que ça, c'est une prouesse. Et d'ailleurs, ils ont sur leur page YouTube où tu peux aller voir 1 ou 2 spectacles à eux qu'ils ont mis en entier sur YouTube. Énorme. Ouais, et ça, je trouve que ça, c'est beau, quoi. Et ils sont que 2 sur scène. Et ça, c'est le public qui décide à chaque représentation? Ouais. Ok.
Ouais. Et en fait, j'ai fait une formation avec lui sur les personnages, les objets, les animaux, où il nous expliquait que bah c'est pas parce que tu joues une valise que tu dois être en mode corporellement une valise. Non, en fait, c'est comme les jouer un animal. Quand tu joues un animal, tu joues pas à quatre pattes, en fait, tu joues debout. Ouais, les gens intègrent, vu que c'est le thème, Tu les mets gens juste intègrent que... des éléments de code Hmm. qui permettent de voir de quoi il s'agit, mais ensuite, tu dois être au plus proche de toi en tant qu'humain. Alors, c'est peut-être un peu différent si c'est que du corporel et qu'il n'y a pas de son. Bah, là, il parle. Ouais, mais du Ouais, coup, après, toi, quand parce tu que du coup, fais il y a que des du impros corporel, où- oui, c'est autre chose. Mais je pense que malgré tout, si tu joues un cheval sans parole, tu restes debout. Ouais. Il y a d'autres moyens de montrer que t'es un poney. Hein. Moi, non, moi, j'en ai pas d'autres que je me foutre à quatre pattes. Alors là, je t'avoue que comme ça me vient pas. Mais oui, parce que du coup, ça peut arriver que vous ayez des impros, texte interdit. Sans parole, Sans ouais. parole. En fait, t'as soit la muette, où vraiment c'est aucun bruit. Et souvent, il y a un fond musical. Et après, t'as la sans parole, où tu peux pas parler, mais tu peux faire des bruitages ou des sons, ou ce qu'on appelle du grommelot, c'est-à-dire où tu peux un peu, voilà, marmonner comme ça. Donc ça, c'est une sans parole. T'as les deux. Ça, c'est archi chaud. Parce que là, du coup, corporellement, t'es obligé de t'investir à donf. Bah là, tu vas vers le clown, justement. Tu vas vers... Enfin, en fait, tu dois être très expressif avec ton visage. Tu dois être vraiment dans investir le corps. Ouais, complètement. Et en fait, longtemps, je pensais que j'étais complètement incapable de faire ça, parce que moi, je suis très dans le verbe. Et en fait, c'est trop génial. C'est vraiment génial de jouer ça. Allez, j'en ai vu quelques-uns de ta troupe. C'est leur expertise. Ouais, complètement. J'adore. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est un vrai spectacle. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Des mimiques improbables. Complètement. Et il y a pas longtemps, on a fait un spectacle comme ça où on nous a donné une contrainte où c'était vous ne pouvez pas parler pendant les 30 premières secondes. Et au final, on a fait toute l'impro sans parler. Mais du coup, dans le public, les gens disaient bah là, ils peuvent parler, mais ils Bah, peuvent c'est passé, parler. c'est passé, Pourquoi les ils 30 parlent pas? Et en fait, nous, on était tellement dans notre petit kiff de ce qui était en train de se passer qu'on l'a continué sans parole, quoi. On avait, je sais pas, on a fait 3-4 minutes sans parole. Parce que du coup, donc, ça, du coup, t'appelais ça le format, c'est cabaret, ça? Là, c'était un nouveau concept, un mélange de cabaret maestro, enfin voilà. Et du coup, dans ces cas-là, c'est l'animateur qui vient dans le public et qui dit quelqu'un a un thème ou un mot ou quoi. Ouais, en fait, l'animateur qu'on appelle souvent un MC, un maître de cérémonie, il a le choix d'aller chercher les thèmes dans le public ou de les donner lui-même. Personnellement, je préfère quand c'est lui qui les donne. Ça a plus de sens. Enfin, en En tout cas, fait, c'est des thématiques qui sont plus communes, quoi. Ouais, et en fait, c'est juste que dans le public, tu t'exposes au risque d'avoir des thèmes de merde un peu. Et en fait, c'est vraiment pas un jugement sur le public. Mais le public qui vient voir ça, souvent, il va être un peu impertinent et donc ils vont donner des thèmes d'actualité, par exemple, ou des trucs un peu limites. Tu vois, l'autre fois, j'ai fait un spectacle où le MC allait chercher des thèmes dans le public et on a eu genre racisme à l'EHPAD. Bah moi, genre ça, c'est un thème que je trouve c'est un thème de merde, tu vois. Ou alors le MC peut aller prendre des thèmes dans le public, mais moi je l'invite à poser des questions fermées. Par exemple, madame, donnez-moi une couleur, donnez-moi un objet, donnez-moi un lieu où vous rêvez d'aller, donnez-moi un regret que vous avez sur votre vie, enfin des questions fermées. Et limite tu en prends plusieurs, tu vois, bah donnez-moi un meuble, une plante et une couleur et avec ça tu fais un thème. Mhm. Et du coup ça donne des thèmes qui sont plus chouettes, je trouve. Mais après, on doit être capable de jouer avec tout ce qu'on nous donne. Hein. Ouais, c'est ça. Et si on n'aime pas le thème, c'est à nous de le transformer pour le rendre sympa. C'est un autre défi. Et du coup, t'as dit un mot-clé là, que j'avais pensé te poser tout à l'heure. T'as dit le mot rêve. C'est quoi ton rêve alors là? La grande étape, le Graal. Moi, le rêve, vraiment, je pense, ce serait d'être comme des grands improvisateurs qui sont en France et partout dans le monde. Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir faire voyager et faire les festivals partout dans le monde et de proposer des concepts dans des festivals. D'être en fait assez assertive dans ma pratique et dans ce que je propose, que ce soit assez reconnu pour qu'on m'invite à jouer des formats que j'ai inventés dans des festivals partout dans le monde. Voilà, pour moi, ça, c'est le Graal. Tu vois, de me dire que je suis invitée à jouer à Amsterdam, au Festival d'impro d'Amsterdam, pour proposer mon concept. Ben, voilà, ça, c'est mon rêve d'improvisatrice, c'est ça. C'est pas d'être connue. Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Moi, c'est juste de pouvoir explorer, inventer des concepts et puis pouvoir les jouer. C'est juste ça que je veux, les jouer, en fait. Devant un public, tant qu'à faire. Mais le rêve, c'est ça. C'est d'élargir ma pratique un peu en dehors des frontières et de pouvoir aller jouer un peu partout avec
auprès de publics différents. Après, j'aime bien aussi l'idée d'inclusion dans l'impro et donc de pouvoir peut-être développer aussi des formats ou une pratique qui soit accessible. Une année, j'ai fait un stage et notre restitution de fin de stage, elle s'est faite devant d'autres vacanciers qui étaient là où on était et c'était des personnes en situation de handicap mental et on a joué pour eux. Et en fait, j'ai adoré parce que on faisait du sans-parole essentiellement et c'était essentiellement un public plutôt pas mal de personnes trisomiques et en fait ils sont venus sur scène. Ah, trop bien. Parce que nous on est en train de faire des éléphants qui font du skateboard dans une piscine, le mec au premier rang il veut venir jouer avec toi et du coup c'est de l'impro dans l'impro. Trop bien. Parce qu'en fait au-delà d'improviser ton numéro, tu dois improviser avec ce qui est en train de se passer et ça c'était hyper fort. Et c'était génial, c'est un vrai moment d'échange. Et donc, on peut peut-être trouver des moyens de faire de l'impro pour des publics qui en sont éloignés. Ou pareil, quand moi j'aime bien les jouer dans des centres sociaux ou dans des milieux très éloignés du spectacle vivant, parce que c'est un émerveillement quoi pour le public. Et il y a ça aussi dans mes petits rêves, c'est peut-être d'élargir ma pratique vers des publics qui en sont éloignés. Parce qu'à Lille, c'est un public très habitué du stand-up, du spectacle vivant, de plein de choses. Donc c'est un public qui a des exigences aussi. Et donc pouvoir aller jouer là où il n'y a pas d'offres, dans des villages, dans des endroits où ça n'arrive pas en fait, ça c'est aussi une envie en tout cas. Est-ce que c'est un peu un challenge face à des gens qui connaissent pas du tout le théâtre d'impro? Comment eux vont le percevoir? Parce que je pense qu'il y a aussi de la timidité de leur part. Tu vois, tu parles d'un public qui n'a pas du tout eu l'habitude ou qui a jamais vu. Moi, je pense que la première fois que je suis allé, j'étais un peu stressé. Parce que tu sais pas trop ce qui va se passer. Mais justement, là où les années de pratique font que, maintenant, je sais que ça marche. Ouais, en fait, je sais que peu importe où je vais, il y aura peut-être 2-3 minutes de méfiance, de c'est quoi ce truc. Mais je sais que ça marche. Et c'est comme moi, j'interviens aussi en entreprise. J'anime des ateliers d'impro, parfois de découverte pour des séminaires de cohésion d'équipe ou des choses comme ça. Quand j'arrive, qu'on dit aux gens, vous allez faire de l'impro, ils ont tous une mine, mais d'outre-tombe. Ils font tous la gueule. Mais moi, je me suis absolument pas démontée par ça parce que je sais que ça marche. Et je sais qu'au bout de 10 minutes, ils vont être en kiff et ils vont passer un bon moment. Et je sais qu'à la fin, les retours, ça va être « c'était génial, on s'est trop marré, merci, c'est cool et tout ». Et c'est pareil avec le public. Donc oui, on peut avoir cette appréhension, mais je ne l'ai plus en fait. Parce que je sais que ça marche. Ouais, toi, tu l'as plus, mais les gens... Le public peuvent l'avoir, carrément. Ça, c'est vrai. Mais ça s'évapore très vite, je pense. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de... J'aimerais bien créer mon concept. Ou mes concepts. T'en as créé? Ouais. Oui, on en a... je les ai pas créés toutes seules. Là, on a un concept qui s'appelle Triptyque, par exemple, avec Lélie Mancello. C'est 3 impros de 20 minutes. Avec des points de départ différents. Donc, il y en a un, on part d'un lieu, un autre, on part d'une singularité d'un personnage, et le dernier, on part d'un événement de vie. Voilà, et on fait 3 impros de 20 minutes. On avait créé Phil Mancello aussi, c'était plutôt des impros autour du cinéma. Voilà. Okay. Après, en fait, on a plein d'idées. Une autre idée qui s'appelle What If, et c'est une impro où si on change un élément de cette impro, qu'est-ce que ça donne comme histoire ? Un peu comme la logique des films. Il y a un film au ciné en ce moment qui s'appelle Le tourbillon de la vie, où c'est et si ça n'avait pas eu lieu, et si ça, et voilà, et comment on rejoue la même impro mais avec un changement. Et après, il y a un concept que j'ai écrit depuis longtemps mais que j'ai jamais fini, mais que j'ai vraiment envie de finir. C'est ce qu'on appelle la pièce de théâtre improvisée. En fait, il y a un improvisateur, metteur en scène qui s'appelle Laurent Mazet, avec qui j'ai déjà bossé, et qui écrit des pièces de théâtre improvisées. C'est-à-dire qu'il écrit un canevas assez précis d'une trame de spectacle, mais toutes les séquences sont improvisées. Okay. Mais quand on l'a joué, par exemple, on savait quand même déjà, c'était le thème, c'est autour de la fête des voisins, donc on était dans un lotissement avec des foyers. Et avant de jouer, on savait quand même déjà avec qui on partageait le foyer, et on savait que c'était la fête des voisins. Et en fait, le canevas était écrit des différentes séquences, comment elles se suivaient, mais tous les dialogues, tout ce qui se passait, c'était improvisé. Et donc ce truc-là, j'ai trouvé ça tellement génial que, en fait, j'ai envie de l'adapter au milieu du travail. Et donc j'ai commencé à écrire un truc qui s'appelle Open Space, et qui est une pièce de théâtre improvisée sur les relations au travail.
avec l'idée, c'est que tu es le bureau de la compta, l'open space des créatifs, les commerciaux, pour pouvoir parler un peu des relations au travail. Parce que c'est passionnant, le milieu professionnel. C'est pas pour rien que The Office a cartonné. Ah bah complètement, mais de toute façon, oui. Steve Carell, c'est une de mes idoles totales, Ricky Gervais aussi. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est de pouvoir... parce que le monde professionnel, c'est un puits d'inspiration sans fin. Moi, j'ai plein de mes persos qui viennent de mes collègues, hein, clairement. Et du coup, j'ai envie de pouvoir travailler ça. Et je me dis, c'est un spectacle qu'on pourrait vendre en entreprise en plus. Qu'on pourrait aller jouer en entreprise. Carrément. On pourrait même prendre des anecdotes de la boîte, des vrais prénoms de gens qui jouent là. Enfin, on pourrait vraiment... Et donc, ça, c'est peut-être un de mes petits rêves aussi, c'est de mettre ça en scène. J'avais, dans l'entreprise dans laquelle je bosse actuellement, j'avais 2 collègues qui étaient passionnés de théâtre et qui ont monté leurs pièces liées à l'entreprise dans laquelle on était. Franchement, c'était... Parce qu'en plus, du coup, évidemment, ils parlent d'une boîte qu'ils connaissent par cœur. Bah ouais. Et nous, on la connaît par cœur aussi. Et donc, évidemment, toutes les rêves qui sortent, c'était à mourir de rire avec tiré dans toutes les caricatures, enfin, tous les extrêmes de la vie de bureau qu'on peut connaître dans la boîte. Et c'était complètement ouf. Mais ça, en fait, l'impro en entreprise, c'est un pouvoir fédérateur assez énorme. Nous, je suis allée jouer avec 2 autres comédiens dans un EHPAD l'année dernière, mais pas pour les pensionnaires, pour les équipes. Okay. C'était la fête de départ de la directrice et elle avait du coup invité ses collaborateurs à un spectacle d'impro. Et on avait été prendre tous les noms, les surnoms des gens des équipes. Et les thèmes, on leur prenait des anecdotes en fait de leur quotidien pour faire des thèmes. Et en fait, du coup, ça a donné un truc de malade parce qu'ils étaient morts de rire puisque forcément, on a fait une spéciale genre les Feux de l'amour avec des prénoms et des surnoms des gens de leurs équipes. Et donc eux, c'était... Après, il fallait voir les anecdotes d'EHPAD, hein. C'était parfois bien graveleux, mais c'était... Et du coup, il y a un vrai pouvoir fédérateur pour les équipes qui voient ce spectacle ensemble. Et on s'est trop marré, quoi. C'était ouf. Et c'est pas trop dur de s'approprier des histoires qui sont... Enfin, parce que, tu vois, là, pour le coup, tu dois improviser, mais en même temps, t'as quand même une base techniquement qui est déjà établie. T'as pas le choix, faut que tu la respectes. En fait, c'est ce qui s'appelle un peu la prise de distance en impro. C'est que le thème n'est qu'un prétexte. Donc, si tu peux l'insuffler et tout, le respecter de manière générique, c'est cool, mais tu dois pas lui être fidèle. Tu vois, tu dois juste... surfer un peu dessus. Mais moi, quand j'ai un thème, fait, tout est interprétation. Vraiment, le thème, on s'en fout en vrai. C'est qu'un prétexte. Vraiment. Tu vois, là, on fait un long form qui s'appelle Les rencontres inopinées, où on prend le public nous écrit des anecdotes sur un bout de papier, et puis c'est des points de départ de nos personnages. Mais moi, en général, je le prends pas du tout au pied de la lettre. Le thème, j'en extrais une caractéristique qui va être une singularité de mon personnage. Je m'explique. Une fois, j'ai eu un papier, c'était une anecdote, genre, avec mon mari, on a commandé des pizzas, mais on était tellement vénères que c'est quand on a fini de manger qu'on s'est rendu compte qu'on avait mangé la pizza de l'autre. Okay. Voilà l'anecdote que j'ai. En montant sur scène, je lis mon papier, c'est ça. Et ben, j'en ai fait un personnage qui prend toujours les affaires des autres. Qui se trompe toujours quand elle prend les affaires. Tu vois, c'est un prétexte. Donc, ouais, le thème... Mais donc, oui, quand t'as des thèmes en EHPAD, oui, c'est des anecdotes, mais tu les insuffles dans ton histoire, mais t'es pas obligé... En plus, ils te la racontent vite fait, hein, donc t'as pas tous les détails non plus. Heureusement, parce que quand on a eu l'anecdote de... j'ai changé la couche de mamie, et puis, elle a pété, et puis j'en ai eu plein la tronche. C'était dégueulasse. Va jouer ça dans le spécial Les Feux de l'amour, une soap opéra, bon... C'est compliqué de le faire littéralement, en tout cas. Oui. Là, c'est vraiment pour la donner de sa personne. Complètement. Énorme. Et est-ce que, du coup, ce que d'ailleurs, tu me disais, c'était trop dur de pas dire tout ce que j'ai kiffé comme bon moment. Alors, du coup, qu'est-ce que tu avais d'autre à me raconter ? Justement, le maestro que j'ai fait à Paris l'année dernière, dont je parlais tout à l'heure, où j'ai eu la scène un couple dans un lit, j'ai eu un monologue, un moment à jouer. Et c'était hyper fort parce que, en fait, le directeur, du coup, m'a demandé, et c'est ça que je trouve chouette avec le principe de directeur, c'est que leur rôle, c'est de tirer le meilleur de toi. Donc, ils peuvent vraiment te faire ce qu'on appelle de l'impro dirigé. C'est quand, en fait, t'as un metteur en scène qui t'oriente pendant que tu joues. Okay. Par exemple, il peut te relancer s'il trouve que ça patine un peu, il peut poser une question rhétorique, enfin, il peut en tout cas faire avancer. Et son rôle, c'est vraiment pas de te piéger, c'est de te faire aller là où il sait que tu peux aller. Et donc, lui, le directeur, il me dit, mais comment tu te sens là, toi ? Et moi, j'étais crevée, en fait. Je lui dis, là, je suis fatiguée, en fait. Il m'a dit, pars de ça.
repars de ça. Et j'avais un monologue quand même de 3-4 minutes à faire en mode fatigué. Et là, j'ai vraiment été chercher, je pense, au plus profond de moi un truc. Et je trouve que j'avais délivré un message qui m'a plu, en fait, qui m'a émue. Et mon personnage n'était pas drôle. C'était très sincère, mais il y avait des petites touches d'humour quand même qui faisaient que ça passait bien, qu'il n'y avait pas cette tension dramatique qui peut mettre mal à l'aise, tu vois. Et donc ça, c'est je crois, un des très beaux moments d'impro pour moi, ouais. Après, j'ai eu une sans-parole que j'ai faite il n'y a pas longtemps, justement, celle dont je parlais tout à l'heure, qui était très chouette, puisqu'en plus, c'était quelqu'un que j'aime beaucoup. Et après, une impro aussi très belle avec sur la Boris Vian aussi, dont je te parlais tout à l'heure. En plus, c'est mon auteur préféré, donc forcément, t'as un extrait de J'irai cracher sur vos tombes et derrière, tu fais une impro dramatique qui est magnifique. C'est trop chouette. Les majorettes, c'est clairement. J'ai si trop quelqu'un a kiffé. une vidéo des majorettes, moi je veux voir. On le regrette, mais et puis le spectacle que j'ai vécu ce week-end aussi, c'est des super moments. J'ai joué en binôme avec une copine qui s'appelle Mélina. Notre binôme, c'était des Véronique et Véronique. On était des meufs en lycra, quoi, fitness, quoi. Et en fait, on est parti vraiment très loin. On est vraiment dans une folie et du coup, ça a détonné, quoi. C'était explosif. Et on a fait beaucoup de corps, parce qu'on est parti avec ce mantra. Tu vois, je te parlais des mantras tout à l'heure. Moi, il y a toujours plaisir. Et là, on s'est dit, on va dans le corps. On va bouger, vraiment. Et du coup, ça a emmené les autres joueurs avec nous. Et donc ça, c'était hyper, hyper chouette. Après, j'en ai plein. Une très belle impro avec Fabrice, que tu as déjà dû voir, qui est très bon en mime, sur une métaphore où on était à deux. J'ai beaucoup de belles impros avec Fabrice, en fait. Comme on joue ensemble depuis 10 ans, je crois qu'il y a une complicité qui fait que... Et on a fait toute une métaphore, c'était des comptables qui voulaient devenir circassiens, donc faire du cirque. Et on a fait toute une métaphore sur l'acrobatie et les chiffres et les nombres et les maths et le fil de la vie. Enfin voilà, on a fait un truc très poétique aussi. Et c'est pareil, c'est pas forcément les plus drôles et les plus poètes dont je me souviens, mais c'est les plus émouvantes. Ouais, toi, ça t'a procuré un truc. Ouais, où tu sens que dans le public, il y a une sorte de petite tension qui plane de « Waouh, c'est trop bien !» Ou quand il y a du verbe, tu sais que tu peux faire une démonstration au public de la technicité, de c'est quoi, de faire un beau monologue, de faire des rimés, par exemple, de faire une Shakespeare ou une Molière, de montrer toute la technicité. Et ça fait un petit effet waouh dans le public, je pense, quand c'est bien fait. Et ça, c'est assez chouette, ouais. Et t'arrives à avoir ce genre de moment avec des gens avec qui t'as jamais joué ? Oui, ouais. Et c'est là où c'est chouette parce que c'est une surprise du coup et c'est encore mieux. Ouais, parce qu'en fait, tu sais pas, vu que tu sais pas la personne que t'as en face, tu sais pas jusqu'où tu peux aller avec elle ou ce qu'elle peut donner et tout. Donc ouais, c'est donnant quoi. Mais c'est d'où l'importance vraiment de ce moment de connexion avec l'autre quand tu rentres sur scène, de juste, ok, on se prend 3 secondes pour se regarder. Et on y va, et d'y aller par étapes, quoi. C'est là vraiment l'importance de l'écoute, c'est au sein de ton équipe, mais vraiment avec tous les autres comédiens de manière générale. Sentir les limites de l'autre, de est-ce qu'il est à l'aise ou elle est à l'aise dans le mouvement, dans ce que je suis en train de proposer. Et c'est là où c'est hyper intéressant quand tu commences à avoir de la pratique, c'est de jouer avec des débutants. Parce que du coup, t'as un vrai rôle d'emmener sans écraser. Ouais. Faut pas que tu monopolises trop l'espace. Voilà. Et justement, faut que tu les aides un peu à faut que tu les aides à briller. Mais de toute façon, en impro, tu ne peux pas briller si tu ne fais pas briller les autres. Vraiment. Ouais, les gens, ils crament direct que en fait, tu prends trop de place. Le truc, c'est que le public peut t'adorer. Hein. Enfin, on en connaît des comédiens qui sont très bons. En fait, ils sont doués. Et le public les adore, mais les autres joueurs ne veulent plus jouer avec eux. Ah ouais. C'est comme en basket, en fait. Tu peux être un putain de marqueur de panier, mais si tu traverses tout le terrain, tout le temps solo à dribbler et que tu marques ton panier sans faire de passe, les autres, ils veulent plus jouer avec toi. Et du coup, ils donnent plus. Voilà. Ouais. Et donc, il y a vraiment ce truc à trouver, surtout quand tu joues avec des débutants ou des gens un peu moins expérimentés ou plus réservés et tout, de comment j'emmène l'autre avec moi, sans imposer et sans prendre toute la place. Et ça, moi, ça a pris du temps pour moi de trouver ça. Vraiment, enfin, je le dis longtemps, je crois, j'étais un bulldozer pendant longtemps et plein de gens le disent et je l'accepte, mais il y a eu ce travail de prendre du recul sur qu'est-ce que je viens chercher en fait. Quand tu viens chercher la fame, t'es pas au bon endroit. Hein. Ouais. Et on va te le faire ressentir. Quand tu viens chercher à faire de belles histoires pour un public avec un groupe, là, tu peux trouver un truc cool.
Ouais, donc c'est vraiment très différent finalement du stand-up où là tu vas vraiment toi solo, tu vas te donner et tout. Bah complètement. Et d'ailleurs, les improvisateurs qui sont trop en force, qui sont trop... Moi, j'ai envie de leur dire, bah en fait, arrête ça, va faire du stand-up. Hein. Parce que t'as rien compris, en fait. Et il y en a, hein, il y en a. Beaucoup. Enfin, il y en a, quoi. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais vraiment, si tu fais de l'impro pour briller toi tout seul, bah change de domaine. Tu peux pas, ça sert à rien. C'est l'équipe. Et du coup, si pour ceux qui veulent se lancer, ça donnerait quoi? Enfin, si tu fais de l'impro, ouais, tu disais tout à l'heure, c'est très personnel au final. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher quand on fait de l'impro? En fait, on peut venir chercher plein de choses. Déjà, un collectif, le fait que dans l'impro, t'as tous les profils. En fait, ce que je trouve assez génial, c'est que tout le monde peut en faire. Enfin, en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Peu importe qui t'es, tu peux en faire. Peu importe ce que tu cherches, tu peux en faire. Est-ce que tu trouves ça plus accessible que le théâtre de texte, par exemple? Bah oui, parce que déjà, par rapport au texte, tu dois pas apprendre de texte. Donc déjà, pour les gens qui ont des soucis de mémorisation ou d'avoir le temps d'apprendre, qui n'ont pas le temps, ben déjà, l'impro, t'as pas de texte à apprendre. Mais après, le théâtre, enfin, juste faire de la scène, déjà, c'est trop bien. Peu importe ce que tu choisis, en fait, ça va t'apporter quelque chose. L'impro, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut en faire. Tout le monde peut y trouver quelque chose de différent. Après, moi, ce que j'ai dit à mes élèves en début d'année, et c'est un truc que j'ai appris avec Nabla Levis, dont je parlais tout à l'heure, c'est que, en fait, dans ta posture de pédagogue, par contre, tu ne vas pas soigner les blessures des gens. En fait, tu peux venir en faire de l'impro, par exemple, en disant « Ah, j'ai envie de vaincre ma timidité, etc. » Mais il faut pas attendre de ton prof qui te guérisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, ce que je dis à mes élèves, c'est je suis pas psy, en fait, je suis pas thérapeute, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis là pour vous apprendre à faire de l'impro, des techniques d'impro pour partir d'un point A et aller à un point B. Si de manière collatérale, ça a un effet positif sur votre timidité, le fait que vous vous sentiez bien, le fait que vous arriviez à lâcher prise. La plupart de mes élèves, ils arrivent en début d'année en disant moi, je viens vraiment pour lâcher prise. Ben, en fait, je leur dis déjà, le lâcher prise n'existe pas. Et c'est pas bon de complètement lâcher prise. Ce qu'il faut, c'est être dans la détente, tu vois. Mais si tu lâches prise, en fait, tu contrôles plus rien et en impro, tu dois quand même construire. Donc, je pars dans tous les sens, désolée. Mais en gros, il y a ça, quoi. C'est vraiment, tu peux venir pour plein de raisons, mais malgré tout, faut pas oublier que c'est une pratique artistique où tu travailles des techniques pour ensuite pouvoir t'épanouir sur un niveau ou un autre, soigner quelque chose peut-être à un niveau ou un autre, mais avant tout, c'est un travail de maîtrise, quoi. C'est un travail, quoi, de technique. Ouais, oui, comme tu dis, t'es pas psychologue, mais par contre, ça peut aider à accompagner Clairement. Et c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, mais moi, si l'impact positif, c'est que vous osez plus prendre la parole, vous êtes plus fluide dans votre discours aussi, bah, vous êtes plus joyeux, ça vous donne de l'énergie, la patate et tout, le sourire, bah, trop bien. Mais moi, c'est pas pour ça que je suis payée, en fait. Moi, je suis payée pour vous apprendre à faire de l'impro, à inventer des histoires et à le faire bien, c'est tout. Je suis pas formée pour autre chose que ça, en fait. Non, mais j'aime mieux le dire au début. Parce que quelqu'un qui vient soigner des grosses névroses ou quoi, bah, peut-être que ça va l'aider, mais peut-être qu'il ou elle ne va pas trouver non plus une réponse à ça, quoi. Ça peut être un moyen, mais c'est pas. Ça peut solution. Aider. Ouais. En tout cas, ouais. Mais oui, non, on n'est pas des thérapeutes. Enfin, je suis pas art thérapeute, je suis pas tout ça. Par contre, oui, quand moi j'ai des élèves qui me disent, quand on sort de ton cours, on a trop la patate. Quand là, j'ai des élèves au début de l'année, c'était vraiment compliqué. Pourtant, c'était qu'en septembre, de juste oser s'exprimer devant le groupe, d'oser aller au bout de leurs idées et tout. Et quand je vois qu'au bout de juste quelques mois, c'est métamorphosé, c'est là où je te dis que je sais que ça marche. Peut-être que ça marche. Il n'y a pas. Et d'ailleurs, il faut en faire dans tous les collèges, les écoles primaires, il faut en faire partout. De l'impro ou du théâtre, peu importe, mais aider les gens à prendre la parole, à s'exprimer, et comme ça facilite quand même les relations, quoi. Parce qu'au final, de l'impro, finalement, quand je suis en train de m'imaginer gamin, mais de l'impro, t'en fais tout le temps. Quand tu joues, tu t'inventes des histoires. Mais complètement. On improvise tout le temps. Il y a juste que nous, on le fait sur scène pour raconter des histoires, c'est tout. Mais sinon, ouais, t'improvises tout le temps. Et en fait, c'est prouvé d'ailleurs que l'idéal, c'est de commencer quand t'es enfant, avant l'adolescence. Avant d'avoir des barrières sur ta personnalité, etc. C'est ça. En fait, la timidité, elle naît à l'adolescence. Et donc, l'idéal, c'est de commencer ce travail avec des enfants avant l'adolescence parce qu'ils n'ont pas d'inhibition, ils n'ont pas de filtre.
Et du coup, ils osent tout, ils explorent. Et donc, si déjà à cet âge-là, tu leur donnes en plus les mécanismes d'éloquence, de prise de parole, bah en fait, tu peux, à l'adolescence, justement, éviter ce phénomène de renfermement, et de timidité, de gêne, de malaise, quoi. Donc voilà, l'idéal, c'est de commencer le plus jeune possible. On invite tous les kids à se lancer. Tous les kids ou les parents qui ont des kids. Les parents ouais, c'est ça. Que votre enfant soit extraverti ou introverti, en fait, dans les deux cas, ça lui fera du bien. Ouais, c'est clair, oui. Soit pour donner toute son énergie, ou soit pour s'exprimer et se révéler, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais pu oublier, que tu voulais partager au monde ? Au monde, à l'univers. Ouais, bah écoute, aux gens qui ont envie de nous écouter, en tout cas jusque-là. Non, juste qu'on parlait des formats tout à l'heure. Moi, j'invite les gens à s'ouvrir à aller voir des spectacles, en fait. Et pas juste à aller voir du match. Et parce que c'est ce qui est beaucoup diffusé. Mais en fait, il se passe plein de choses en ce moment dans le monde de l'impro. Donc moi, je les invite vraiment à aller voir des spectacles d'impro différents, des formats, pour comprendre le travail d'improvisateur. J'invite surtout ceux qui se disent « j'en suis pas capable, mais j'aimerais bien », à oublier le « j'en suis pas capable » et à foncer, en fait. Parce que les barrières, elles tombent très vite. Donc voilà, j'invite ça aussi. Et... Oui, sachant que tu peux commencer à faire du théâtre d'impro sans aller forcément sur scène devant le public tout de suite. C'est déjà au moins de faire ça en collectif avec ton asso ou... Voilà, bah ouais, c'est ce que je te disais dans ma super métaphore que je fais tout le temps avec le tennis. C'est pas parce que tu prends des cours pour taper la balle le week-end avec tes potes que t'es obligé de faire des interclubs et des tournois, en fait. T'es pas obligé, tu peux juste aller faire ton petit cours une fois dans la semaine avec les copains parce que ça t'amuse de passer un bon moment avec tes potes et puis de taper la balle, ça te défoule, ça te fait du bien. Bah c'est ok, en fait. Personne va te forcer à monter sur scène, hein. Ça, c'est vraiment quand t'as envie, quand tu te sens prêt... Et il y a ce truc aussi dans l'impro, des fois il y a des cours avec des niveaux, avec des castings pour rentrer et tout. Moi je suis pas du tout en faveur de ça, quoi. Pour moi en fait, il vient qui a envie de venir. Et puis si la personne n'est pas prête à monter sur scène, elle ira pas sur scène et c'est ok en fait. Mais il y a encore des écoles... avec même des castings pour pouvoir jouer des spectacles. Moi, je suis pas en faveur de ça. Moi, je me dis franchement, quand tu fais un match, t'as une équipe de 4 ou 5 joueurs, tu peux carrément mettre un ou une débutante. Parce que de toute façon, les autres vont l'embarquer, les autres vont faire filet de sécurité. Et c'est le meilleur moyen de progresser que de se frotter à la scène et au public, si t'en as envie. Mais moi, un débutant qui fait de l'impro depuis 6 mois, qui a envie de faire un match, en fait, viens, on va mettre 3 confirmés avec toi. Comme ça, tu seras confort. T'as un bon backup, mais au moins tu vas goûter, quoi. Et c'est en faisant des spectacles que tu progresses le plus. Il y a pas les cours, c'est trop bien, mais il faut jouer tout le temps. Ouais, parce que là, t'es face à ton juge. Ouais, et puis c'est l'épreuve du feu. En fait, le retour du public, il est direct. Enfin, tu l'as tout de suite. Mais il y a un truc aussi, mais tu vois, faut pas me lancer, parce que le flow, il est là. C'est fait pour. Il y a un truc aussi qu'en impro, il ne faut jamais, quand t'es en spectacle par exemple, et ça je l'ai compris aussi avec le temps, il faut pas se regarder. C'est-à-dire, si tu fais une impro qui est un peu pourrave, ça arrive, souvent, ça arrive. Il faut surtout pas sortir de la scène en mode « c'était nul, c'était mauvais », Alors le pire c'est quand tu dis à tes partenaires que t'as été mauvais ou ça c'était pas terrible et tout. Faut jamais faire ça. Faut toujours se dire « la prochaine sera mieux ». Voilà. Peu importe ce que tu as fait sur scène, que ce soit bien ou pas bien, faut toujours te dire. Et je me l'applique pas à moi-même tout le temps. Il y a des fois aussi où je me dis, t'as été mauvaise, t'as fait de la merde, c'était n'importe quoi et tout. Encore maintenant. Mais si t'arrives à rebondir en disant, ok, next, allez, on repart à zéro, la prochaine elle sera mieux. Et c'est un peu ça la clé. Au pire, t'as senti que l'impro était pas ouf. Mais de toute façon, 2 minutes après, t'as oublié. Mais bien sûr. Je parle en public. Et il y a une telle connivence avec le public quand tu fais de l'impro qu'il y a une forme de tolérance. Et d'ailleurs, c'est ce que on se disait, je sais même plus avec qui, mais si tu fais un spectacle d'impro où toutes les impros sont ouf, en fait, c'est presque déceptif pour le public. Parce que le public s'attend à ce qui est du mieux et du moins bien. Puis si toutes les impros sont ouf, ça donne l'impression que c'est préparé ou que... Il faut qu'il y ait des moments où ça redescende pour remonter derrière, tu vois, et pour que en fait ça donne un relief au spectacle. Faut pas que tout soit dans la même énergie, dans la même punch et tout. Non, il faut des impros qui soient en dessous, c'est pas grave. Puisque derrière tu peux que rebondir, quoi.
Donc là, mais par contre, oui, et c'est ça qui est le plus difficile, je crois, c'est de pas se regarder, de pas se juger. Tu peux le faire en débrief, après, à froid. On fait un débrief de match, on reprend les impros, on se dit, ah bah là, ça aurait pu être... Et il faut essayer de rester positif, de pas dire ça c'était nul, mais dire, bon, on aurait pu faire ça, on aurait pu... Mais alors, en match, enfin, moi je sais qu'à mes débuts, ça m'est arrivé qu'un partenaire me mette un petit taquet quand reviens en réserve. Et moi, je lui ai dit, à la mi-temps, je lui ai dit, mais en fait, ne fais plus jamais ça. Parce que tu m'as sapé ma confiance. Après, je voulais plus y aller. Après, tu veux plus jouer, on est humain, on est faible, on est fragile, tu vois. Et donc, si déjà t'es débutant, c'est dur et tout, t'as du mal à rentrer et qu'en plus on te met un taquet, ben en fait, t'y vas plus, hein. T'y vas plus. Donc, il faut vraiment être dans un esprit, ce que je disais tout à l'heure, le happy, healthy, sexy, état de jeu, à donf, ça va être trop bien tout le temps. Même si tu sais au fond de toi qu'il y en a une peut-être qui a été un peu pourrave. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Ça arrive, tu sors, tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Et du coup, ça me fait penser à un truc. T'arrives à te souvenir de tes impros? Parce que du coup, pour faire le débrief, après, il faut se souvenir quand même de ce qu'on a dit. Ou c'est l'idée globale de ce que vous avez vécu? Je me rappelle plus de l'idée globale. Il y a certaines impros dont je me souviens très très bien. Mais très peu. En fait, c'est vraiment ces petits moments que je te disais, ces petits moments, on appelle ça les fulgurances en impro. Quand tu as une fulgurance, c'est vraiment un moment hors du temps où tu as l'idée, tu vois. Tu as vraiment l'idée et tu tires la ficelle. Et donc, tu vas au bout de ton idée et tout. Et donc ça, pour moi, c'est des fulgurances. C'est ces petits moments de grâce qui sont hors du temps. Et donc ça, en général, je m'en souviens. Mais il y en a très peu, en fait. Mais de manière générale, on dit que quand un spectacle était bon, tu sors de scène, tu te souviens de rien. Parce qu'en fait, tu étais tellement dans l'instant présent que normalement, tu as tout oublié. Donc en général, mais ouais, où je me souviens des thématiques, où tu vois, quand je fais des chantées par exemple, je peux me souvenir, ah bah cette chantée elle était vraiment chouette, mais de manière générale, je me souviens pas trop de mes spectacles. Enfin, tu peux faire un petit débrief à chaud du coup. Typiquement dans le maestro, c'est très codifié et à la fin, il y a un débrief obligatoire qui ne doit pas prendre plus de 10 minutes. Voilà, okay. De tout le spectacle. Et donc ça doit être très 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 rapide. Pour pas aller dans du pathos, dans du détail et tout, mais juste dans des briefs efficaces, quoi. Et ça peut être ciblé par comédien ou c'est... Non, normalement, ils prennent la trame. En fait, t'as un assistant un peu qui note toutes les impros, mais juste la tendance globale. Genre, la première, c'était la girafe dans le safari, enfin bref. Et on refait dans l'ordre. Première impro, deuxième impro, voilà. Et ils font dans l'ordre et ils font un débrief très court de chaque impro dans l'ordre qu'elles ont été menées, ouais. Et du coup, parce que du coup, tu es à l'écoute de tes partenaires, mais aussi du public. Mais quand tu es dans un truc moins drôle, tu l'écoutes comment ton public? Parce que techniquement, peut-être qu'il fait pas de bruit parce qu'il est soit dans l'émotion aussi, soit en fait, il se passe rien. Comment tu sais? En fait, c'est vrai que le rire, c'est un peu un retour direct. Tu vois, c'est comme un stand-upper qui, quand il a des rires, on dit qu'il faut un rire toutes les 8 secondes ou toutes les... Donc oui, c'est un gage de ça marche, mais l'absence de rire ne veut pas dire que ça ne marche pas. Et quand tu comprends ça et que tu te fais assez confiance pour continuer quand même et te dire, bah en fait, on s'en fout parce que j'ai assez confiance en ce que je suis en train de faire, bah ça te perturbe plus. Mais je comprends que ça peut en dérouter certains. Ça rigole pas, c'est que ça prend pas et tout. Moi, j'avoue, ça m'arrive encore des fois de me dire, oula, ça a pas rigolé depuis un moment, vas-y, je vais sortir une vieille recette. Je le fais, hein. Non mais clairement, quand tu sens qu'un spectacle décolle pas, bon, le public a des attentes, je vais sortir les vieilles recettes, ça me fait chier, mais allez, j'y vais. Moi, typiquement, je fais l'accent ch'ti, et puis voilà, je sais que ça marche. Voilà. Mais ça me fait un peu chier de le faire. Mais en fait, je pense que oui, il faut réussir à s'émanciper de ce Graal qui est le rire du public. Parce que je peux te dire, oui, il y a des impros où parfois on a eu le point alors que le public n'avait pas rigolé. Hein. Mais parce que l'impro était construite, elle était belle, elle était émouvante et c'est cool. Ou parce qu'à la fin, le public se lève. Voilà, parce que là-bas, ils sont là, wouah et tout. Mais je pense que c'est un truc que tu sens quand t'es sur scène, que, ok, ça rigole pas, mais... je te dis, il y a une sorte de tension qui plane et tu la sens, ça, en fait.
il y a un rapport un peu charnel presque, tu sais, avec le public, de sentir comment ça se passe, quoi. Et c'est là où c'est difficile parfois quand t'as des salles où il y a beaucoup d'espace avec le public, où il y a une grande distance physique avec le public, c'est que tu sens moins ça, du coup. Et c'est hyper important quand t'es improvisateur de sentir comment ça se passe, quoi. Comment le public ressent les choses et tout. C'est pour ça que souvent en match, t'es en patinoire et t'as du public tout autour de toi. Enfin, pas derrière, mais sur les côtés, juste devant et tout. Et ça, c'est assez chouette, parce que du coup, t'as vraiment une vibe chouette. Tout est autour de toi. Ouais, t'es entouré. Mais du coup, à chaque fois, un match, c'est forcément sur une patinoire. Non, ça reste de moins en moins d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'une patinoire, c'est la logistique quand même, faut la monter, etc. Donc non, c'est pas toujours sur une patinoire. Mais de manière classique, oui. Enfin, la tradition veut que oui. Mais ouais, non, faut en avoir une déjà. Donc nous, on en a une qui est très très belle. Mais on l'a fait faire sur mesure par un ébéniste, qui était un adhérent de l'asso, qui nous a fait une magnifique patinoire. Mais déjà, il faut en avoir une, il faut avoir de la place dans la salle pour la monter. Il faut que la configuration permette que le public voit quand même. Enfin voilà, donc tout le monde ne joue pas avec une patinoire. Oui, parce que pour moi, une patinoire, c'est de la glace. Ah non, une patinoire en impro, c'est juste le tour. Ah. Voilà, c'est une sorte moi, d'ovale. Là, ça y est, il y a de la glace et tout, on est tous en patin. Avec nos non, on est juste en maillot, mais la patoche, c'est juste le tour. Hein. Mais par contre, ce qui est cool avec une patinoire, c'est des petites portes, et puis tu peux monter dessus. T'as le droit de jouer sur tu vois, en équilibre, de t'asseoir dessus. L'arbitre, il est caché. En général, il se met accroupi, il est caché dans la patinoire. Donc le public le voit pas. Non, c'est quand même... c'est un peu fun quand même de jouer dans une patinoire. Moi, je me voyais déjà avec mon bonnet et tout à regarder un spectacle avec mes moufles et tout. Bah ouais, mais d'ailleurs, il y a ce truc des pantoufles aussi. Enfin, je sais pas si tu connais, mais dans un match classique, le public, on leur distribue des chaussons ou des pantoufles, et quand ils se font chier, en fait, ils les jettent sur la patinoire. Et donc toi, t'es en train de jouer, tu te prends des pantoufles dans la gueule, tu vois pas. Et moi, je trouve que c'est d'une violence sans nom. Grave. Bah, et ça, moi, je suis un peu en faveur de enlever les chaussons, quoi. Arrêtez, parce que quand t'es comédien, qu'à un moment, souvent, tu sais déjà toi-même que c'est pas top ce qui est en train de se passer, et qu'en plus de ça, tu te prends des pantoufles dans la gueule. C'est franchement pas cool. Souvent, les gens les jettent sur l'arbitre. Hein. Mais quand même, ce truc des chaussons, moi, j'ai envie de dire stop, arrêtez ça, hein, arrêtez. J'avoue, putain, c'est violent. Ouais, c'est violent. Bon, putain, déception, je m'attendais vraiment à de la glace. Ouais, là, c'est... Ah, on a des gants, ouais, Non, il n'y a pas de glace. Putain, merde. Bon. Eh ben, écoute, moi, j'ai plus de questions, là. Je pense que j'ai tout dit. J'ai dit beaucoup de choses. C'était fait pour. c'est le principal. Hein. Normalement, tu dois plus parler que moi, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais ouais, je réfléchis à des choses, mais ouais. Mais non, là, je crois qu'on a bien fait le tour déjà du sujet. Mais oui, en gros, c'est quand même un truc vraiment de partage, quoi. De partager tes émotions, partager tes idées, tes trucs, sans filtre. Et moi, ça me procure un bonheur intense, en fait. Mais vraiment intense. Pourtant, des fois, je suis crevée et tout, et je dois aller jouer, et je suis crevée parce que j'ai un boulot à côté. Et le lundi, en gros, je bosse de 9h à 18h, et j'enchaîne avec 3 heures d'atelier d'impro, et en fait, j'ai la patate quand je sors, quoi. Parce que ce soit jouer ou transmettre, ça me procure un plaisir très, très fort. Très intense. C'est qu'on a touché la bonne passion, alors. On ouais, suis pas sûrement. venu pour un sujet à part. Voilà. Trop bien. Et bah écoute, dans ces cas-là, pour ceux qui nous regardaient jusque-là, si vous avez des questions ou des choses qui vous ont marqué dans ce que Marie a pu nous dire, des choses qui vous ont surpris, et moi par exemple la patinoire, extrêmement déçue. Mais bon, peut-être qu'un jour, on fera une vraie patinoire en glace. Et ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires tout ce que vous avez retenu, envie de partager ou que vous avez trouvé trop cool. Et Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez suivre l'Instagram de ma ligue d'impro qui s'appelle Impropulsion. Donc ce magnifique jeu de mots un peu naze, mais moi, j'adore. Voilà, qu'on changera plus maintenant, hein, donc Impropulsion, parce qu'il faut savoir, c'est comme les noms de coiffeurs un peu, il y a énormément de ligues où c'est des jeux de mots avec impro, improbable, imprononçable, voilà. Et donc on n'a pas dérogé à la règle, on s'appelle Impropulsion, donc on est sur Instagram. Moi aussi je suis sur Instagram, alors mon Instagram est vraiment naze, parce que c'est mon surnom de quand j'avais 15 ans, et en fait je trouve pas de nom de scène, donc je l'ai gardé. Mais du coup, je pense que tu pourras le mettre en com, et c'est Juanita Pasta,
comme Jeannette Pat, quoi. Comme Juanita Pasta. C'est un peu naze. Mais sur mon Insta, c'est vraiment un Insta pro, entre guillemets. C'est mon Insta artistique où je partage quasiment exclusivement mes spectacles, mes dates. Voilà, je mets pas trop de trucs perso. C'est vraiment... j'ai pas trop d'Insta perso, d'ailleurs. Ça fait les deux, mais en vrai, je mets que des trucs artistiques dessus. Voilà, donc vous pouvez me suivre là-dessus. Et en Propulsion, on est aussi sur Facebook. Voilà, si vous voulez nous suivre pour voir nos actus, tous nos spectacles. Les dates. Et ben, trop cool. Merci beaucoup, Marie. Merci, Loris. Et puis, comme on dit... non, comme on dit pas, d'ailleurs, c'est comme j'ai décidé de le dire, la bise part chez vous. La bise part chez vous. Et puis, ou alors, est-ce qu'on a une façon de dire en ch'ti la bise? Parce que moi, je suis pas vraiment ch'ti à la base. Bah, un gros béco, quoi. Un gros béco par chez vous, alors. Et puis, bah, à très vite. Ciao. Ciao.